France Maghreb 2. Le grand forum, on est là, messieurs, dames. Merci d'être avec nous ce vendredi après-midi avec la Baronne Bouchra, avec Youssef Brakni qui sont avec nous pour l'instant. Tarek Mami devrait pas tarder d'arriver. Donc, en ce vendredi, d'abord votre première réaction, Youssef Bouchra, par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Je me souviens d'ailleurs qu'un commentateur, un éditorialiste, je sais pas d'ailleurs comment on peut l'appeler, Barbier, Christophe Barbier, il est quoi lui? Journaliste? Il est quoi? On se demande d'ailleurs. Il est journaliste, mais ouais. C'est surtout un militant de droite. Militant de droite. Il avait dit quoi? Il avait dit quoi au mois de février pour relancer la campagne? Il avait dit que Fillon. Fillon avait besoin d'un attentat. Voilà. Pour relancer la campagne. C'est ça. Ouais, oui. Ouais, il avait dit ça, ouais. Sur BFM TV. Hein. Ouais. Ouais. Ah, bah après lui, il est vraiment space. Hein. Ça se peut, c'est peut-être lui qui l'a. Non. Mais voilà. Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ce type d'acte terroriste auquel on a eu le droit hier. Il fallait malheureusement s'y attendre. C'était quelque part un peu prévisible. On sait d'ailleurs que la volonté de Daesh et de tous ces groupes de barbares, c'est de déstabiliser le pays, c'est de mettre à mal. C'est le plus grand rêve de Daesh aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen passe au pouvoir. Pour être très clair. Quelle a été ta première réaction, Youssef, hier soir? Non, bah après, au début c'était confus, quoi. On savait pas vraiment ce qu'il en était. Au départ, ça parlait d'un braquage, mais voilà, moi, hier soir, j'avais du mal à y croire, quoi. C'est pas possible à quelques jours du premier tour. C'était vraiment, je me suis dit, c'est du pain béni pour Fillon, Le Pen, quoi. Et en même temps, voilà, par rapport à la stratégie de Daesh, bon, visiblement, ils ont l'air d'avoir revendiqué, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment, je sais pas, parce qu'ils ont donné un nom au départ, je crois. Ils ont donné le nom de quelqu'un, je crois, qui est en Belgique. Oui, en fait, Daesh, dans sa revendication, d'ailleurs, il y a des choses à remarquer dans cette histoire, parce que Daesh a revendiqué quasiment 1h30 après l'acte, ce qui est du jamais vu, hein. Ce qui est du jamais vu, parce que on attend toujours 2 jours ou 3 jours maximum pour que Daesh revendique. Et ils n'ont pas donné la vraie identité. Et ils se sont trompés de personne. Ils ont donné un Belge. Ils ont donné un Belge, sauf que la personne qui a commis donc cet acte, est né à Livry-Gargan. Voilà. Ouais, exact. Il a un passé d'ailleurs de voyou, quoi. Il a 2001 délinquant, il a provoqué la police, il a fait 15 ans de prison. Voilà. Oui, mais Daesh fonctionne un peu comme une franchise, en fait. Dès qu'il y a un acte quelque part, un événement qui se passe un peu comme à Nice, parce que jusqu'à aujourd'hui, même l'attentat de Nice, il y a eu aucune preuve que Daesh a été vraiment impliqué. Il y a aucune trace, hein. Il y a un article de Libération qui le montre bien, qui est sorti il y a une semaine. Et donc voilà, ça marche un peu comme une franchise. Dès qu'il se passe quelque chose quelque part, un acte contre des civils ou des policiers, ils revendiquent. Après voilà, donc c'était vraiment c'était hallucinant de voir ça à quelques jours du premier tour, quoi. Ouais, c'est ça. Bouchra, pareil. Réaction. Moi j'ai découvert ça ce matin parce que je me suis couché. Oui, tu t'es couché vraiment très tôt alors. Parce que pour louper ça. Non, problème de migraine. Donc j'ai découvert ça ce matin et en fait il y avait de tout parce que moi au départ, c'est ce que j'avais entendu, c'était un braquage qui avait mal tourné. Et puis ensuite après il y a eu la revendication justement de Daesh. Il y a eu beaucoup de confusion hier soir. Dans les informations d'ailleurs, et je vais saluer mon ami Jean-Marc Zébellus qui est avec nous. Il est venu nous rendre une petite visite, il va faire l'émission avec nous. Ça se passe comme ça sur France Maghreb. Ça va, Jean-Marc? Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, bonjour Youssef, bonjour Bouchra. Bah oui, quand même. Bouchra. On commence d'abord par les femmes d'habitude quand on est galant, mon cher ami. Mais je suis tout de suite à sa droite. Alors, juste pour dire que donc il y a eu beaucoup de désinformation par rapport à ce qui s'est passé hier soir, et notamment relayé par François Fillon, puisque lors de son passage dans les 15 minutes pour convaincre hier soir sur France 2, il en a rajouté pour dire qu'il y avait d'autres attaques en cours. Or c'est faux, ça a été démenti catégoriquement, sur le fait aussi qu'il a assisté comme quoi il y avait peut-être des complices. Là aussi, ça a été démenti tout de suite. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a réagi rapidement pour évoquer la situation et demander d'ailleurs à tous les journalistes de ne pas relayer des fausses informations, puisqu'on a aussi beaucoup vous savez, on a différents organes de presse, et on a eu, pour moi personnellement, j'ai reçu une demi-heure après une fusillade dans le Marks & Spencer dans le magasin, alors que c'était pas vrai. Voilà, tout s'est passé en tout cas en 30 secondes. Un individu qui arrive avec sa voiture, qui s'arrête devant le car de police et qui tire dans le tas. En tue un mortellement, il est touché à la tête, donc directement mort. Et puis il tente de s'enfuir à pied, et là évidemment il a été abattu de suite. Ce qu'il faut remarquer dans cette histoire, c'est que cet individu a été interpellé il y a 2 mois au commissariat de Meaux pour une garde à vue pour un soupçon d'achat d'armes. Il a été relâché. Non, je crois même qu'il soupçonnait de cibler des policiers.
Écoute, il a été soupçonné de vouloir cibler des policiers. Il n'y avait pas de preuves en fait, donc il a été relâché. Et surtout, il a fait 12 ans de prison. Il a fait 12 ans de prison. Surtout ça pour avoir tenté d'avoir tué des policiers déjà tentative auparavant. D'assassinat de policiers. Ouais. C'est exactement. Donc on voit l'efficacité de la prison. Je pense qu'il faut prendre les choses faut prendre les choses avec sang-froid, ne pas rentrer dans les spéculations. Attendre les différents résultats d'enquête. Mais ça, c'est les résultats d'enquête, Jean-Marc. Mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Je parle de l'acte en lui-même. C'est encore un petit peu tôt pour pouvoir justement se positionner concrètement. Donc, il faudrait attendre. Et puis, il faut dire que ça fait le jeu de certains. Et il faut surtout faire attention à cela. Alors, zapping, c'est parti. On va en parler justement. Alors dans ce zapping hier soir après l'émission de France 2, donc on a eu le droit à une édition spéciale, bien entendu. C'est normal. France 2 a décidé de revenir sur ce qui s'est réellement passé, sur les informations que les rédactions possédaient. Il était aux alentours de 23h30 quand a été diffusé ce reportage. Écoutez. Pour les policiers, il y a urgence. Les Champs-Élysées doivent impérativement être évacués. Car quelques minutes plus tôt, vers 21h, une fusillade a éclaté aux alentours de la station de métro Franklin Roosevelt. Ça fait vraiment très très peur. Il n'y a vraiment rien à voir avec ce qu'on voit à la télé. Là, on est assis, on est entre amis, on est en train de boire un verre et on entend tirer. On comprend pas, mais quand on voit vraiment des mamans, des enfants courir, et ça fait vraiment très très peur. Il y a eu beaucoup de coups de feu. J'en ai entendu 2 ou 3. C'est ce que moi j'en ai entendu 2 ou 3. Je sais pas s'il y en a eu plus, mais j'ai fait que de courir, donc ça a dû bloquer mes sens, mais j'ai fait que de courir. Encore beaucoup d'incertitudes, mais les autorités confirment qu'un policier a été tué. Un autre serait entre la vie et la mort. L'un des assaillants a été abattu par des tirs de riposte. Il a été identifié. Il s'agirait d'un homme fiché S. Des salariés travaillant sur les Champs-Élysées ont filmé. La personne, il a tiré sur des policiers et les policiers, ils ont répliqué et l'ont abattu. Voilà. La zone est entièrement bouclée car un complice pourrait être encore en fuite. Badauds, touristes pressent le pas pour partir loin. Mais les magasins et les restaurants, pour la plupart ouverts à l'heure de la fusillade, ont dû baisser les rideaux. De nombreuses personnes sont encore confinées. Le ministre de l'Intérieur et le procureur de la République seraient sur place. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Alors 2 choses à démentir dans ce reportage qui a été diffusé aux alentours de 23h30 sur France 2, c'est que l'individu n'était pas fiché S. Oui. Que il n'y avait pas d'autres complices. Voilà. Non, parce que voilà, a dit que d'autres assaillants étaient effectivement en cours. Il n'y a pas eu donc d'autres complices. Voilà pour ce qui est en tout cas de ce reportage diffusé sur France 2. Peu de temps après donc cette attaque terroriste survenue donc sur les Champs-Élysées. Évidemment, réunion d'urgence à l'Élysée avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve et le ministre de l'Intérieur Matthias Pekel. Et donc, il a pris la parole aux alentours de à peine minuit, François Hollande, pour dire ceci. Nous sommes convaincus que les pistes qui peuvent conduire à l'enquête et qui devront révéler toute la vérité sont d'ordre terroriste. Le parquet antiterroriste a d'ailleurs été saisi et l'enquête sera menée sous sa conduite pour connaître les motivations et les éventuelles complicités. J'ai convoqué un conseil de défense demain matin à 8h. Tout est fait pour que la mobilisation de nos forces de sécurité, policiers, gendarmes, militaires, soit au plus haut niveau dans les circonstances que nous connaissons. C'est d'ailleurs le cas depuis plusieurs mois. Et nous serons d'une vigilance absolue, notamment par rapport au processus électoral. Voilà, en tout cas pour ce qui est de la prise de parole de François Hollande, peu de temps après donc cette attaque terroriste qui a eu lieu donc aux alentours de 21h hier soir sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, devant le magasin Marks & Spencer. C'était à la hauteur du métro Franklin Roosevelt. Tarek Mami, bonjour. Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis encore essoufflé, donc je prends une minute de respiration. Je vous en prie. Alors François Hollande qui n'a vraiment pas eu de chance pour le coup, puisque depuis qu'il est président, c'est quand même quelques attentats qu'il a dû à gérer, quelques crises qu'il a eu à gérer, notamment la première d'entre elles, la plus importante, La première a été évidemment au mois de janvier 2015, Charlie Hebdo, et puis peut-être celle la plus importante aussi, c'est au mois de novembre au Bataclan. Après il y a eu Nice, bien sûr, puis il y en a eu d'autres, bien sûr. Donc voilà, un quinquennat qui aurait été rempli en matière de gestion de crise, des crises graves. Cette attaque tombe, on le disait, très mal, Tarek.
à 2 jours du premier tour. En même temps, est-ce que vous avez été surpris hier soir? Cette campagne devient vraiment compliquée pour plusieurs raisons. À la limite, cher Christophe, je vais prendre votre intervention à l'envers. Je suis peut-être surpris qu'il n'y ait pas eu d'attentat avant-hier soir. Donc, je ne suis pas, comme vous le savez, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, adeptes des théories de complot. Mais quand ça devient répétitif, ça devient quelque part agaçant. Ça devient agaçant, et je me permets de le dire vraiment tel que je le pense, pour la famille de ce policier qui a assassiné à cette date-là. Parce que si vous voulez, c'est plus que de la provocation, et nous avons cette spécificité en France de ne jamais arrêter le tueur, donc de tuer toujours les assassins dans l'œuf, et ça pose question. Faut-il... Donc voilà, moi je suis perturbé par cette histoire, par ce drame humain et collectif et national. Ça va servir les extrêmes, donc je ne vais pas faire un cours de Sciences Po. Il y a 2 personnes qui vont monter avec l'opération de Marseille et l'opération de Oui, Paris. C'est vrai qu'il y a eu l'opération de Marseille, il faut pas l'oublier, très important. Et je vous rappelle par contre qu'il y a dans les derniers jours de la campagne électorale de monsieur Sarkozy Hollande 2012, l'affaire Mera, comme par hasard. Vrai, au mois de mars. On va remonter un peu plus haut, et dans un duel Chirac avec je sais pas qui, il y a eu l'affaire d'Orléans, et cette fois c'était une espèce de vagabond, mais tabassé par qui? Par des jeunes maghrébins musulmans. Donc ça devient un peu trop répétitif pour que ce soit innocent. Ce que je retiens, c'est qu'en général, Sarkozy, avec tout ce qu'il a fait comme cinéma... Attendez, pardon, je vous arrête parce que vous dites la phrase est très importante, ça devient trop répétitif. Oui. Et vous dites pour que ça soit innocent. Qu'est-ce que vous entendez par là? Non, mais je veux dire, une coïncidence, ça va. 3 à 4 coïncidences, ça pose interrogation, y compris au prix des services policiers qui doivent aujourd'hui trouver et des stratégies de manière à la fois pour prévenir et pour penser. Aujourd'hui, on va repartir à la base. Christophe, je voulais juste revenir sur le point que M. Sarkozy n'a pas eu gain de cause avec l'affaire Mera, avec tout ce qu'il a monté comme sauce et son cinéma. J'arrête 2 jours la campagne et je reprends. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est qu'on revient à M. Sarkozy encore une fois. La police de proximité est une des solutions. C'est pas la meilleure, oui, mais par Sarkozy. Voilà, mais ça permet à ce que les gens se connaissent. Aujourd'hui, je veux parler comme les jeunes. Un flic et un banlieusard, c'est 2 ennemis, ils changent de trottoir. Et vous avez à partir de ça, donc des choses qui montent, il y a de la haine aujourd'hui. Des policiers ont de la haine. Aujourd'hui, vous avez des policiers qui dénoncent M. Poutou. Candidat, M. Poutou. On va en parler dans un instant. Oui, M. Poutou est libre en tant que candidat et en politique de dire je suis pour une police universelle non armée comme c'est l'Angleterre ou comme c'était l'Angleterre. Et donc, je n'ai plus qu'un mot, cher Christophe, Youssef et Bouchra. Vivement dimanche 20h. Qu'on tourne une grosse page, quels que soient les 2 sortants, au moins on saura à qui on a affaire, parce que là ça commence à prendre la tête. Alors justement, hier soir, vous savez que cet événement a eu lieu pendant l'émission politique 15 minutes pour convaincre. Le dernier à passer était François Fillon, donc est bien et bien au courant de ce qui s'est passé. Contrairement à Mme Le Pen, qui a eu 2 parties, une partie où elle n'était pas informée et la partie où elle a reçu. C'est ça, exactement. Et M. Fillon donc a dit ceci. Ce soir, la seule chose que je veux dire, c'est que le combat contre le totalitarisme islamiste, contre ceux qui commanditent ces attentats, contre ceux qui sont à l'origine de la montée de cette intolérance, de cet intégrisme, doit être la priorité absolue du prochain président de la République et du gouvernement. Et ce combat, il passe d'abord par une mobilisation mondiale contre ce danger qui est un danger pour la paix. Il passe ensuite par une lutte sans merci contre ceux qui propagent ces idées intégristes, ceux qui prennent en otage la communauté musulmane ou les communautés musulmanes pour accomplir leur projet, qui est un projet de domination, qui est un projet politique, qui est un projet totalitaire. En tout cas, en ce qui me concerne, ce sera ma priorité absolue. Permettez, il manque la phrase clé de cette déclaration. Qui est ? Monsieur Fillon parle des ennemis et il rajoute qu'ils vivent parmi nous. Ouais, 5e colonne. Non, mais qui dit qu'il vit parmi nous. C'est l'ennemi la figure de l'ennemi intérieur qui a toujours été utilisée. Quand ça va parmi nous, sont des Français. Alors que lui, quand il parle à ces clubs d'extrême droite, il leur dit parmi nous les musulmans. Et il précise pas
parmi eux des citoyens français. C'est-à-dire, bon, donc ils sont pas français. Non, mais après chez Fillon, il y a aucune ambiguïté. Il parle bien des musulmans. Il cible même, il dit même une organisation musulmane qui est l'UOIF. Maintenant, c'est qu'il a désigné comme étant l'ennemi numéro 1. C'est-à-dire qu'il faut absolument dissoudre et tout. On reprend dans la fachosphère et tous les mouvements d'extrême droite qui demandent la dissolution de l'UOIF. Et donc non, c'est clair, c'est vraiment la théorie. Un peu plus nuancé sur l'UOIF hier soir. Hier soir peut-être, mais en tout cas toute sa campagne, il a pas arrêté de parler de cette dissolution, comme Marine Le Pen. Et surtout, cette figure, j'insiste sur cette figure de l'ennemi intérieur, c'est une vieille figure en France qui a commencé avec les Juifs dans les années 30, qui était déjà accusé d'être une cinquième colonne. L'affaire Dreyfus, c'était ça, qui avait été accusé d'intelligence avec l'ennemi allemand, le Bosch. Et aujourd'hui, on reprend cette vieille figure sur les musulmans, qui sont accusés en gros, en fait, de ne pas assez se désolidariser de Daesh et qui seraient en fait en quelque sorte complices de l'ennemi de la France. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, à tous ces attentats, etc., à toutes ces déclarations va-t-en-guerre, etc., c'est que il y a eu une accélération des actes terroristes sur le sol français. Certes, il y en a eu auparavant, mais il n'y en a jamais eu autant et aussi rapproché. Là, il y en a tout le temps. On en oublie, en fait. Il y en a tellement qu'on oublie. Il y a eu Saint-Étienne-du-Rouvray. Il y a eu un couple de policiers qui a été tué à leur domicile. À Magnanville. À Magnanville, c'est pas la première fois que les policiers sont ciblés. Il y a eu les tentatives sur des militaires. Il n'y a jamais eu autant, en fait. Et surtout, moi, je pense que ça coïncide avec un impérialisme français, vraiment très offensif. C'est-à-dire que depuis Sarkozy, Hollande, ça a été une continuité des interventions extérieures. Et pour moi, c'est la seule raison. C'est la conséquence. Clairement. À un moment donné, quand on part en guerre contre tout le monde musulman, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de conséquences, que ce soit en termes de réfugiés, en termes d'actes terroristes, etc. On peut pas aller déverser des bombes par milliers de tonnes sur la Libye, sur la Syrie, sur l'Irak, et après ne pas s'attendre à des représailles. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas le seul à le dire. Même des hommes politiques comme De Villepin, etc., l'ont très bien exposé. Et pour moi, c'est la responsabilité de l'État français qui n'assure pas, du coup, la sécurité des Français. Voilà, et il y en a aucun. Donc du coup, c'est facile de pointer du doigt le complot des frères musulmans qu'on verrait omniprésent partout. Encore une fois, qui reprend, je vous le dis, les théories complotistes contre les juifs. Et là, on met le focus sur ces organisations-là. On met le focus sur les musulmans en France, sur cette colonne, sur cette cinquième colonne, sur cet ennemi intérieur. Ouais. Alors que pour moi, ce qu'il faut interroger, c'est les interventions impérialistes françaises dans le monde musulman. Mais pas que, parce que si vous voulez, c'est le premier étage d'une fusée, parce que le monde musulman est multiples, et quand on voit les Français qui font des affaires avec l'Arabie Saoudite, avec le Koweït et le Qatar et tout ça, les gens ne savent plus. Non, mais ça fait partie du système pour moi. Oui, non, mais que ça fasse partie du système. La monarchie saoudienne, pour moi, c'est les Anglais qui l'ont mis en place. Non, mais ça c'est autre chose. Mais pour, j'allais dire, les laudateurs de Monsieur Fillon et des autres, ils vont vous dire, donc nous ne sommes pas anti-musulmans. La preuve, on travaille avec cela, donc on est contre une autre partie. En réalité, il y a deux étages. Mélenchon, je vais le citer pour une fois dans cette radio, avait dit une phrase terrible dans un des meetings, et il a dit déterrer en clair les tuyaux de gaz, les oléoducs, et vous aurez plus de guerre, au moins dans cette région-là. Et donc, aujourd'hui, ce sont des intérêts américano-occidentaux qui se joignent les uns contre les autres pour faire la guerre à la Russie économique pour ses propres tuyaux, en utilisant ces peuples-là, et donc les peuples arabes. Quand on y rajoute effectivement ce que vous dites, sur Youssef, le fait que l'Arabie, le Qatar, ce soit des départements français ou anglais ou américains, le tout s'explique, mais vous avez une double bataille. Et puis vous avez la bataille intérieure, vous avez toujours, et moi je pense qu'il faudra encore au moins 50 ans, parce que je suis pas optimiste sur ce sujet-là, il y a toujours la mémoire coloniale algérienne qui n'arrive pas à s'effacer dans la tête des gens qui ont en gros encore, je vais exagérer, 30 ans. Et donc il faudrait vraiment qu'on arrive à 2, 4, 5 générations futures dans lesquelles la guerre d'Algérie, la colonisation deviendrait un fait d'histoire et non pas un fait français. Alors François Fillon, hier matin, lui était sur RTL. Vous vous souvenez de cet épisode où il a refusé de venir chez Bourdin mardi matin. Il a aussi refusé de répondre au journal Le Monde parce que en fait l'interview comportait trop de questions sur ces affaires. Du coup, Elisabeth Martichoux, hier matin sur RTL, lui a posé la question, mais pourquoi vous refusez autant d'interviews là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui choisis comment j'organise ma campagne, c'est pas Le Monde. Donc j'ai proposé au Monde une interview sur un certain nombre de thèmes. Le Monde n'était pas d'accord, et ben c'est très bien, c'est parfait. Mais j'ai pas besoin du Monde pour... Du coup, certains disent François Fillon se dérobe. Oui, c'est sûr. Pendant 2 mois et demi, j'ai été bâché matin, midi et soir, et parce que à 8 jours de l'élection, je voudrais qu'on parle de la dette, du redressement de l'économie ou de la lutte contre l'insécurité. Je me dérobe.
Un petit mot quand même. Il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est que c'est pas les médias qui décident du tempo, qui décident des questions, qui décident de la campagne. Chacun pose les questions qu'il veut, mais moi, je réponds à qui j'ai envie de répondre. Voilà, en clair, je suis pas obligé de répondre à tout le monde, quoi. Bon, il fait du Trump, quoi. Trump arrive à la Maison Blanche, il dit cette télé n'a pas soutenu pendant la campagne de duel, elle dégage. C'est une drôle de conception de la démocratie à travers le monde. Ça promet. Oui. Alors, autre chose dans ce zapping, Philippe Poutou a été insulté, Tarek Mami en a parlé tout à l'heure, par certains policiers hier soir après son passage, donc dans 15 minutes pour convaincre, puisqu'il a proposé, lors de cet entretien, de désarmer les policiers. Écoutez. Vous parlez pas du terrorisme, vous parlez des armes des policiers. Pourquoi vous voulez désarmer les policiers? Parce que dans les manifestations aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé dans la mobilisation contre la loi travail. Il y a des agressions de la police, gazage, matraquage, une surprésence policière qui ne se justifie d'aucune manière et qui s'ensuit d'une répression contre surtout des jeunes. Donc ça, c'est pour nous inacceptable. Et puis après, on le voit dans les quartiers populaires, dans les quartiers justement les plus touchés par la crise et par le chômage. Et ça, c'est pas tout nouveau. Ça fait quand même des décennies qu'il y a une répression policière avec 10 à 15 jeunes qui sont tués sous les coups de la police par année. Et donc il y a une violence policière que nous on pense qu'il faut stopper. Et stopper cette violence policière-là, ça commence déjà par le fait qu'ils aient plus d'armes. À quoi ça sert qu'ils aient des armes? Parce que sinon on les considère comme des ennemis. Donc c'est ça qu'on remet en question. Donc nous, ça sert qu'ils aient des armes peut-être à nous protéger. Par exemple, si dans une manifestation, ils protègent pas, ça tue, ça blesse, ça. Voilà, Philippe Poutou, donc après ce passage, a été menacé tout simplement par les policiers. Par ceux qui portent les armes. Voilà, par ceux qui portent les armes. Mais c'est un peu utopiste, non, comme proposition? Non. Pas du tout. L'Angleterre, c'est comme ça. On peut faire quelque chose. Non, mais je pose la question. Moi, en Angleterre, les policiers n'ont pas d'armes pour y répondre. Et il n'y a pas de contrôle faciès aussi en Angleterre. On peut faire quelque chose. On peut considérer que dans les manifestations, et là, on ne peut que le rejoindre, c'est des policiers habitués à ce genre de choses. Il n'y a pas besoin d'armes létales, des bâtons, tout ce qu'on veut. Et puis, première chose, on peut. Non, mais même tes armes, mais c'est des bâtons. Je veux dire, en fait, c'est pour dissuader. Et quand on part dans les banlieues, dire la police de proximité, à un certain moment, amènera le désarmement des policiers parce que les gens se connaissent. Mais quand vous mettez en face deux parties de la société qui ont des choses à se reprocher, forcément, celle qui est armée finit par gagner. Excusez-moi, j'allais dire, je vous rappelle juste ce qui s'est passé avec l'écologiste, avec le tir, comment on appelle ça, le punchball, je sais pas quoi, le flashball. Oui. Le flashball, où les jeunes qui sont pour la nature se retrouvent avec un mort entre les mains. C'est-à-dire que une grenade, c'est une grenade. Une grenade, je sais pas quoi. Donc, c'est pas tout à fait irréaliste, comme c'est pas tout à fait réaliste quand on lutte contre les terrorismes, mais on peut s'organiser autrement. Voilà. C'est une question de philosophie. Les Anglais, depuis le XVIe siècle, quand ils ont créé la police, il n'y a pas d'armes. Les Français, dès qu'ils créent la police que l'armée, et puis le lobby de la police française au sein de la droite et au sein maintenant même un peu dans la gauche. Bon, c'est comme les syndicats de police en fait qui sont très puissants en France. Il faudrait peut-être la police française qui vote tous les élire en maire, peut-être qu'ils changeront de compétition parce qu'ils sauront avec qui ils parlent dans la vie quotidienne. La police française qui vote à 51% pour Marine Le Pen, précisons-le. A priori, d'après les chiffres. En tout cas, c'est ce qui ressort de la dernière élection. Non, mais en tout cas, moi, je tiens à dire que les familles de victimes des crimes policiers, donc Amal Bentoutsi, Ramata Dieng, Assa Traoré, etc., demandent non seulement que les policiers ne soient plus armés, mais en plus qu'il y ait l'interdiction des techniques d'étouffement. Comme la clé d'étranglement. Parce que la plupart des morts qu'il y a eu dans les quartiers populaires ces dernières années, comme Lamine Dieng, j'en parlais tout à l'heure, a été étouffé. Adama Traoré a été étouffé par 3 gendarmes. D'accord, il a subi le poids de 3 gendarmes sur son corps et il en est mort. Wissam El Yamni, c'est la même chose. Donc il y a non seulement le port d'armes, mais en plus les techniques qui sont interdites en Angleterre. Très bien. Aussi. Alors on va prendre l'avis d'un auditeur qui nous appelle au 01 40 33 9000. Samir, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Samir. Bonsoir, émission très très intéressante comme d'habitude. Merci Samir. Alors j'avais envie de dire que je sais pas si vous avez remarqué pour commencer, Fillon, j'ai l'impression, même si finalement l'électorat musulman fait pas partie de son électorat, a quand même un petit peu s'est assoupli en fait dans son discours et parle de communautés musulmanes ou plusieurs communautés musulmanes qui seraient elles-mêmes victimes. Alors que en fait au début de les derniers mois, il était très monolithique en fait
et il considérait que le terrorisme islamique, son expression, était englobait tout. Et là, en fait, il présente en fait la communauté musulmane, et c'est peut-être une manière stratégique de faire voter des Français musulmans pour lui, qu'on était finalement nous-mêmes victimes en fait de ce terrorisme. Et la deuxième chose, je voulais rejoindre en fait, c'est Youssef Brakni, qui dit que l'impérialisme français a une cause, et c'est évident. C'est-à-dire qu'on fait du Bush actuellement, du Bush, je veux dire presque 10 ans après, quoi. Je veux dire, donc l'idée d'aller en Libye, en Syrie, tout ça, je veux dire, on a des retours. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que regardez en 2004, et je l'avais déjà dit. Il y a eu en Espagne un attentat en mars 2004. Oui, à Madrid. Ouais. Voilà, les Espagnols sont sortis en masse, sont sortis. D'ailleurs, je crois que Barcelone a décidé de soutenir le BDS, tout ça. Donc, c'est ça. Je pense que vous y reviendrez. Oui. Mais l'idée, c'est que les Espagnols sont sortis en masse contre Aznar. Zapatero a été placé au pouvoir. Une des premières choses qu'il a fait, c'est d'avoir retiré ses troupes du Proche-Orient. En tout cas, le principal de ses troupes. Ce qui fait que presque 10 ans après, il n'y a plus d'attentats en Espagne. Donc, il faut essayer de savoir pourquoi il y a autant d'attentats depuis 2012 en France. Et ça, c'est une véritable question. Et alors moi j'entends les contradicteurs dire oui, mais en Suède, la Suède n'est pas engagée. Mais finalement la Suède. Mais après, je veux dire, Daesh, autant certains fachos ou d'autres présentent le monde islamique comme un bloc monolithique, ils font pas la différence entre le Maroc ou l'Indonésie, la Syrie ou l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'un arabe musulman est un arabe musulman, et ils font même pas de différence entre les Perses, les Indonésiens. Autant il y a des personnes en face qui ne font pas la différence entre un Américain, un Suédois, un Français, et qui attaquent finalement pour essayer de Donc d'accord avec Youssef Brakni, aussi bien en Suède qu'en Espagne ou ailleurs. Mais il y a quand même, en Espagne, le fait d'avoir retiré ses troupes, il n'y a pas eu d'attentat depuis plus de 10 ans. Alors j'espère que les Espagnols ne connaîtront pas d'attentat aussi, quoi. Oui, mais, Samir, n'allez pas leur porter le mauvais œil. Merci Samir pour ton analyse. Mais c'est vrai que ça paraît tellement logique, Tarek Mami, ce que dit Samir, ce que dit Youssef. Je veux dire, on y a tous pensé. Aujourd'hui, la France est le pays le plus guerrier au monde, Tarek Mami. Non, mais la France. 7 présences dans 7 conflits mondiaux. Cher Christophe, cher Youssef et Bouchra et auditeurs, la France se trompe de plusieurs combats. La France, d'abord, a une histoire coloniale différente des autres pays, que les États-Unis, par exemple, n'ont pas. La France est en plein Méditerranée, c'est-à-dire comme à la nage, pour ceux qui savent bien nager, on peut arriver pour mettre sa petite bombe. Alors que les États-Unis, comme dit l'autre, ils se sont tellement éloignés que pour y arriver, déjà, faut pouvoir y accéder. Les Japonais ont essayé, quand même. Non, mais ils tournent pas. Tarek, est-ce que vous pouvez garder en réserve votre analyse, parce qu'elle est toutefois intéressante. On va l'écouter juste après la pub. Comme ça, on est tranquille, on s'en débarrasse et on continuera d'écouter ce zapping, notamment un pétage de plomb de François Asselineau hier sur CNews. Parce que lui, il veut acheter un nouveau porte-avions, le problème c'est qu'il sait pas combien ça coûte. C'est des choses qui arrivent. Tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec la fine équipe qui est ici représentée par Tarek Mami, Youssef Brakni et la baronne Bouchra ici présents, avant de passer à vos différents avis pour cette émission. Voilà, je disais. On va parler tout à l'heure. Je voudrais vous poser la question clairement. Parce que moi je me pose vraiment des questions. Aujourd'hui on s'aperçoit que les sondages influencent énormément les gens. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable, possible, d'interdire la parution de sondages pour une durée déterminée avant les premiers tours de l'élection présidentielle? Parce qu'aujourd'hui les gens ne lisent plus, ne vont plus lire les programmes, ne font que du clientélisme finalement par rapport à un candidat, recherchent une personnalité. Alors aujourd'hui, parmi les castings qui nous est proposé, on en a toute une pléiade de personnalités et finalement sont prêts à voter sans avoir peut-être même lu ce que ce candidat propose. Alors à la question faudrait-il interdire les sondages, je pense qu'on l'avait déjà posé à nos auditeurs, en grande majorité ils étaient pour. Est-ce que vous y êtes pour, vous? Attends, oui, c'est clair, interdire les sondages, mais du coup ça, il y a un puissant lobby derrière, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Il y a des grandes boîtes du coup de sondages qui sont derrière et qui je sais pas s'il y a un équivalent européen ou surtout européen d'endroits où les sondages sont interdits, je pense pas. Mais après c'est clair qu'il faudrait les interdire, c'est la fin de la politique les sondages. C'est que du calcul et du coup le vote utile a été inventé à cette occasion-là en fait. Tarek, il y a deux choses. Je suis contre cette idée, Christophe. Ah oui, pourquoi? Je vais vous dire parce qu'on va arriver à une situation
où les mêmes instituts, vont continuer à faire les mêmes sondages, sauf qu'ils vont les donner à un cercle beaucoup plus restreint, et que les publics ne saura plus rien. Je vous indique que nous, les journalistes, entre guillemets, vers 16h, on a en gros une indication sur celui qui est en train de gagner les élections, et qu'en 2002, quand tout le monde... J'ai jamais compris comment. Ah bon, je vous expliquerai en antenne comment. Ouais, non mais... Donc, si vous voulez, 2 heures de vote. 2 heures. Et je peux vous dire que moi, à 16 heures en 2002, je savais que Jospin allait partir en vacances, quoi. Alors que tout le monde, de bonne foi, attendait 20 heures et attendait, il n'y avait pas de fuite. Aujourd'hui, avec ce que vous avez, cher Christophe, comme réseaux sociaux, vous pouvez les interdire officiellement. Ils circuleront sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. Ça fera peut-être moins de mal, non? Non, ça fera pas moins de mal, parce qu'aujourd'hui, par exemple, ce qu'il faut savoir, on va le dire à l'antenne, puisque les auditeurs doivent être au courant de tout. Aujourd'hui, tu as un institut canadien qui s'appelle Fletris, Big Data, qui lui fait des calculs depuis des mois. Ces calculs sont vendus, d'après, si j'ai bien compris, donnés, en tout cas utilisés, par Fillon et par Valeurs Actuelles et tous les journaux de l'extrême gauche. Et cela l'extrême droite. Et cela depuis un mois, il donne un deuxième tour Fillon-Le Pen. Et c'est cette information-là qui sort et qui perturbe tous ceux qui ont les sondages des instituts français et qui, eux, donnent plutôt Macron devant. Et ce Fletris, depuis un mois, donne systématiquement, quels que soient les chiffres des sondages français, Macron en 4e position. Et donc, si vous voulez, si vous interdissez ça, c'est comme qu'on a voulu interdire en France la publication des chiffres, en tout cas les sondages qui sortent. Vous avez la dernière élection, la radio suisse et la radio belge et la radio anglaise. Et avec chacun il va de sa petite. Non, mais ils donnent même les chiffres parce qu'ils ont les mêmes chiffres que les journalistes ont à 16 heures. Sauf qu'ici on n'a pas le droit de les publier. Voilà, mais avec des phrases style, je me rappelle d'une, c'était Sarkozy va prendre des longues vacances. Il y a que le stupide qui comprend pas. Donc on ne peut pas interdire parce qu'aujourd'hui on ne contrôle plus rien. Alors justement, Tarek Mamim, pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, on sait d'ailleurs tous autour de cette table que les sondages sont absolument orientés. Est-ce que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a été sondé au moins une fois? Oui. Ah oui? Oui. Ah moi non. Vous êtes très le rare, hein, parce et que toi, Bouchra? Non. Personne. Moi, alors je peux même. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a été sondé. Moi, j'ai été sondé pour politique, et j'ai même été sondé pour les sondages de France Maghreb 2, et je peux vous dire que j'ai répondu ce que je voulais répondre. Très bien. Bon, écoutez, c'est bien. Donc, on sait que je peux donner mon point de vue? Oui. Heureusement, madame. Je suis contre, parce qu'en fait, déjà, il y a l'histoire, que c'est un petit peu de l'argent. Vous êtes contre qu'on les publie ou contre qu'on les interdise? Pour les interdire, en fait, parce que contre pour l'interdiction de les publier, en fait. J'ai pas compris, hein. Parce qu'en fait, je trouve que ça influence justement. Vous êtes pour l'interdiction. Oui. Voilà. Non, mais j'ai eu du mal à m'exprimer. Mais oui, parce que ça influence beaucoup de choses, et moi je trouve que voilà, il faut pas. Et puis en plus, c'est de l'argent. Et on rappelle aujourd'hui que cher Christophe, que comme on est à 2 jours de l'élection, s'il y a des auditeurs, on va essayer de leur donner une petite priorité, parce que ça nous permet aussi de sentir. Comment expliquer que tous les sondages que l'on reprend depuis maintenant 2-3 semaines, 40 derniers sondages. Les 40 derniers sondages, Macron est en tête de ces sondages. Comment l'expliquer? Moi je peux l'expliquer techniquement par 2 choses, mais techniquement, sans parti pris, sans quoi que ce soit. Vous pouvez, hein. Non. C'est que les échantillons qui sont pris correspondent les uns aux autres, et si vous prenez toujours 15 agriculteurs, 3 instituteurs et 15 chômeurs, en général, on est dans une opinion médiane. Et donc c'est pour ça que vous avez ça. La deuxième chose, c'est parce que si vous voulez, aujourd'hui les gens jouent et ne répondent plus comme ils veulent. Et la troisième, qui est la plus grave pour moi, et ça sera mon papier tout à l'heure si on a un petit peu de temps. Oui, on aura. Non, mais si on a le temps, c'est qu'aujourd'hui vous avez 45 millions d'électeurs, 15 millions décident de ne pas y aller, 15 millions savent ce qu'ils veulent voter, et 15 millions qui ne savent pas à ce jour quoi voter. Et donc, les 15 millions, les sondages sont faits sur la base de ceux qui sont sûrs. Il suffit qu'il y ait un déplacement d'1 point ou de 2 points chez les hésitants qui viennent voter, et Macron sera 5e ou 10e, et Asselineau sera 1er, et je sais pas qui sera entre les deux, parce que les hésitants sont aussi nombreux que les sûrs. Alors, avant de terminer notre sondage et avant d'accueillir une question de notre ami Sofiane Lakhdari, membre du LGF, qui a une question à vous poser, je vous donne, c'est intéressant, par rapport à l'audience de l'émission d'hier soir, vous savez qu'il y a eu 11 candidats qui avaient un quart d'heure chacun pour convaincre. Voici le classement de ceux qui ont été le plus regardés et qui ont dépassé les 5 millions. Le premier qui a commencé, je pense. Non, pas du tout. Le premier à avoir commencé, c'est Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas dans les 4 premiers. Le premier à avoir été le plus regardé, c'est Emmanuel Macron.
qui a été à 5 400 000 non, mais vers quelle heure, je veux dire, en termes de 21h30 à peu près. Alors ça, c'est la communication américaine, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui, quand leur chef arrive sur le plateau, là il y a Twitter qui s'enclenche, cher Christophe, c'est ça. Les SMS qui s'enclenchent, et là on amène les électeurs, et en amenant les électeurs, on peut influencer le vote. Et puis alors la deuxième, la plus regardée, Marine Le Pen, qui était un petit peu plus tôt que Macron. Le troisième, Benoît Hamon. Et le quatrième, Philippe Poutou. Alors vous voulez connaître les trois derniers, ceux qui ont été les moins regardés? Allons-y. Eh bien, arrive en dernière position Jean Lassalle, avant-dernière position Jacques Cheminade et François Fillon. François Fillon, le moins regardé? Le moins regardé. Celui qui a fait le moins d'audience avec à peine 4 millions 66 000 téléspectateurs. De travail parce que justement l'Institut Big Data canadien, lui je référence médiamétrie, attention, je précise. Voilà. Non mais je vais vous donner sa méthode de travail. Il dit donc qu'il surveille, je sais pas comment ils font d'ailleurs, si c'est légal ou illégal, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et l'indication du nom du candidat. Quand il est positif et quand il est négatif. Et il calcule avec l'accumulation de nombre de citations. Pour eux, c'est ça l'indicateur principal, parce que comme disait comment il s'appelle, ça va me revenir, mais le français de 16e siècle, Mazarin, comme il disait, diffamer, il en restera quelque chose. Et donc cette phrase, ils partent de ce principe, c'est que quand on parle, quand on va voter, il y a quelque chose qui reste dans la tête, et donc c'est celui-là qui risque de rester. Bon, en tout cas, c'est encourageant pour Hamon, il pourrait arriver troisième alors. Voilà. Disons, espérons qu'ils arrivent. Je vais faire du Jacques Martin, espérons qu'ils arrivent tous premiers. Hein. Ah, espérons en tout cas. Sachez que l'émission a fait 4 600 000 téléspectateurs pour faire un chiffre global, 21% de part de marché, c'est pas extraordinaire comme audience. Ils étaient en tête, cela dit, de la soirée télévisuelle. Alors moi, la question que je pose ici à Youssef et à Bouchra, comment à 2 jours de l'élection, avec la saturation qu'on a eue depuis 3 mois, les gens continuent quand même à regarder à hauteur de 4,5 millions la télé un soir. Il y avait un match à côté, je crois. Il y avait Lyon. Voilà, il y avait comment. Et puis il y avait surtout les événements aussi. À Paris. Donc les chaînes d'infos auraient pu un peu grappiller quelques téléspectateurs qui, au moment de l'annonce sur France 2, auraient pu basculer sur BFM TV ou CNews. Et ben voilà. Donc le chiffre est pas forcément important, mais voilà, il est là. Sofiane Lakhdari, une question à vous poser. Salut Sofiane. Oui, salut Christophe, salut tout le monde. Salut Sofiane. Oui, moi j'ai été interpellé par la réflexion de Youssef. C'est pas pour aller à contresens, mais quand il disait Youssef, que les attentats sont dus. Pardon? Non mais j'entends. Je rappelle à Youssef que c'est pour lui. Oui, Youssef est ainsi que pareil. C'est une réflexion. Oui. Moi c'est pas une question bien dirigée vers Youssef, mais il a parlé comme quoi que parmi les arguments de ces terroristes qui commettent des attentats, c'est parce que la France, elle est à l'étranger ou elle est dans plusieurs pays du monde. Oui. C'est ça? Oui. Voilà. Mais quand on voit, par exemple, la France, elle a intervenu en Libye, c'était en accord avec beaucoup de gens, beaucoup de pays arabes, beaucoup de pays musulmans. Pour aller intervenir en Libye, c'était un accord avec même la population. Quand on voit les gens qui commettent des attentats ici, c'est pas des Libyens. Si c'était des Libyens, on aurait compris. C'est au Mali, elle a intervenu, c'était à la demande du gouvernement malien. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il était légal ou pas légal? Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, elle intervient pour un camp contre un autre. En Irak, elle intervient pour un camp contre un autre. Moi, je pense que c'est plutôt l'implication de la France dans des conflits qui ne la concernent pas, qui pousse ces gens-là à intervenir. Mais en même temps, quand on analyse les gens qui commettent des attentats ici, pour qui ils appartiennent, ces gens-là? Est-ce qu'ils appartiennent, ils défendent vraiment un territoire musulman, une population qui est bombardée? C'est des gens qui défendent une idéologie politique. À savoir, si on se fie aux propos du procureur de la République, M. Molins. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont en train de défendre l'État islamique, comme eux ils disent. C'est-à-dire un territoire. Si je n'écorche pas un peu... Alors, Youssef, t'as rappelé? Oui. Enfin, je sais pas quoi trop répondre. L'interventionnisme, l'impérialisme français, donc c'est bien qu'on en revienne, ça permettra un peu de rajouter un peu de profondeur historique. En fait, l'implication de la France dans cette région, effectivement, comme ça a été dit avant, c'est effectivement l'héritage colonial français. Mais c'est surtout les accords de Sykes-Picot en 1916 qui ont découpé la région du Moyen-Orient en intérêts
d'accord, en intérêt géostratégique entre Français et Anglais. D'accord, on était en 1916, on était en pleine Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman était en train de sombrer, de décliner, d'être décomposé. Et donc quand à un moment donné, en fait là, ce qui se passe là, c'est pas anodin. On arrive juste à la fin d'un système de gestion du Moyen-Orient qui arrive à sa fin, tout simplement. Ça fait un siècle maintenant, ça fait 100 ans. Et donc là, on est en train de recréer un nouveau système, d'accord, avec maintenant avec un autre acteur, les États-Unis d'Amérique, pour gérer encore une fois des intérêts, des positions géostratégiques, etc. Et aujourd'hui, que ce soit hier c'est Al-Qaïda, aujourd'hui Daesh, etc. Oui, ce sont des groupes. Moi, je crois pas du tout à la théorie du complot. Je pense que c'est des groupes plus ou moins autonomes et qui répondent. Je dis pas qu'ils ont raison. Moi, je dis pas. Je ne suis pas rentré dans ce qu'ils défendent. Oui, on n'est pas en train de justifier. Mais moi, je suis en train de dire, c'est que forcément, c'était Jean Jaurès qui disait ça en 1912 et il disait, mais un jour ou l'autre, faut qu'on arrête de faire ça parce que le fanatisme le plus brutal va nous tomber dessus. Il disait ça en 1912, hein. Jean Jaurès, le grand Jean Jaurès de gauche. Donc moi, je suis pas du tout en train de défendre. Je partage à 100% ce que tu es en train de dire. Mais juste un citoyen français qui est en train d'écouter la radio et qu'on entend comme quoi que ces attentats qui sont commis ici par des gens qui sont français, qui sont nés ici et qui défendent ou qui se lient, soi-disant, dans leur communiqué à une idéologie ou à un groupe terroriste qui est Daesh, et vous nous dites que c'est dû à l'intervention française. Est-ce que l'intervention française, c'est ça, on a aujourd'hui, c'est-à-dire la France, elle intervient en Libye, elle les a mis au gouvernement, si je me trompe pas. Qui a mis en Libye, mais la France, elle a mis des terroristes au gouvernement en Libye. On n'a pas des Libyens, aujourd'hui on n'a pas des gens libyens qui défendent par exemple Kadhafi. S'il y avait des gens qui disant voilà, je défends Kadhafi et je suis en train de commettre des attentats ici en France, j'aurais adhéré à ta thèse. Je peux me permettre, parce que là tu fais du détail qui somme toute intéressant. Pays, mais aujourd'hui, Youssef, quand si j'essaie de traduire un peu ce qu'il dit, c'est de faire une globalité des différentes interventions en française à l'étranger dans les différents pays, que ce soit, tu as cité la Libye, tu peux rajouter le Mali, la Centrafrique, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, le Sahel, donc il y en a 7 au total. Aujourd'hui, quand tu es présent, tu as une présence militaire dans 7 endroits dans le monde, dans 7 conflits, pas forcément d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt pour ce qui nous concerne dans quelques conflits, mais aujourd'hui, ce que dit Youssef, ce que disent aussi beaucoup de gens, c'est que c'est la conséquence, ces attentats sont la conséquence de ces différentes interventions. Il a pris en exemple l'Espagne tout à l'heure, je sais plus qui a pris l'Espagne c'est Samir, l'auditeur. Oui, Samir, Le Samir, effectivement, l'Espagne en 2004 touchée par un attentat, plusieurs attentats sanglants. Vous vous souvenez évidemment à Madrid de ces images horribles avec ces explosions, 3 explosions je crois au total dans les gares de Madrid, qui a fait un lourd bilan. Madrid a su prendre en compte et écouter la population et donc se retirer. Depuis, vous n'avez plus rien. Et tant mieux pour eux. Aujourd'hui, est-ce que si la France, demain, le nouveau président ou la nouvelle présidente décide de ramener tout le monde en France, il est peut-être évident de se dire on sera tranquille pendant quelques années, ou peut-être qu'on se trompe, je sais pas. En tout cas, c'est une réflexion, une réflexion qu'on peut se faire aujourd'hui. Moi, j'aurais dit que suite à une prise de position complètement peut-être erronée, peut-être à juste titre, de la France dans des conflits qui nous concernent pas. Peut-être oui, mais dire que parce que si on voit l'intervention française au Mali, elle a été saluée par le peuple malien. Pas du tout. Et en même temps, on voit pas des gens pas forcément. maliens, non, je suis pas d'accord sur l'intervention du Mali. T'es pas d'accord? Non, pas du tout. Non, il y en a qui se sont opposés. Aminata Traoré, qui a été ancienne ministre malienne, qui a un mouvement au Mali. Mais les terroristes qui font des bombes ou qui tuent ici en France ou tuent le citoyen ordinaire français. Est-ce qu'on a vu des Maliens se référant à la cause malienne? Non, mais ça c'est pas vu. De toute façon, c'est pas la question. Tu vois bien que par exemple, après l'invasion américaine de l'Irak, t'as celui qui a déboulonné la statue de Saddam Hussein, qui a fait une interview, c'est un chiite. Il a dit qu'il regrette maintenant la chute de Saddam Hussein. Comme aujourd'hui, t'as des Tunisiens qui regrettent la chute de Ben Ali. Enfin, je veux dire, tu vas toujours trouver. Enfin, moi, je regarde les choses de manière globale. En fait, je vais pas rentrer dans l'état du détail. Moi, juste une chose, c'est que par exemple, les Américains ont renversé. La coalition internationale. La coalition internationale a renversé Saddam Hussein. D'accord. Elle a renversé Saddam Hussein. Elle a amené un chaos en Irak. Daesh a été en partie créé par des anciens du parti Baas, par l'aile militaire de Saddam Hussein. Donc en fait, faut être c'est simple, c'est pas si compliqué en réalité. D'un côté t'as Saddam Hussein qui tenait le pays plus ou moins difficilement, et t'as la chute de Saddam Hussein, t'as un chaos de fou. Al-Qaïda n'existait pas en Irak sous Saddam Hussein. Daesh n'existait pas. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que
Ils viennent de Bouka, ils viennent d'Abu Ghraib, ils viennent de là en fait. Ils créent le chaos en fait. Ils créent le chaos et c'est pas moi qui le dis, c'est les conservateurs américains qui parlent de chaos constructif. Condoleezza Rice avait déclaré qu'il faut qu'on crée un chaos dans le Moyen-Orient pour pouvoir reconstruire un nouveau Moyen-Orient. En réalité, aller chercher une cause unique au kaléidoscope que nous vivons, c'est impossible. Non, on n'a pas dit que c'était une cause unique. C'est une hypothèse. Non, mais c'est dans l'hypothèse, elle existe. Mais vous rajoutez le passé colonial, vous rajoutez les affaires, vous rajoutez le Qatar, vous rajoutez, et vous trouvez les explications. Bien sûr. Mais effectivement, beaucoup d'hommes de droite, de Villepin, de gauche, Védrine, disent tous les deux, alors qu'ils sont de droite et de gauche. Bon, je vais prendre un mot qui va vous faire plaisir, cher Sofiane, et disent que les interventions françaises militaires dans cet endroit n'ont fait qu'aggraver la situation qui était déjà malade. Donc la France, d'habitude, du temps de De Gaulle et de Chirac, on avait l'habitude que quand il y avait deux ennemis, elle se met au milieu et elle fait comme le grand frère, t'as raison, t'as tort, médiateur. La diplomatie arabe. Oui, tout à fait. Et quand vous avez Hollande, Valls, Fabius, qui dans le début de la guerre en Syrie, que Bachar soit dictateur ou pas, et on commence par dire on rompt toutes les relations avec ce pays, et que vous avez même les services militaires français qui sont contre cette thèse et disent il faut nous laisser toujours un lien parce qu'à certains moments un truc, et ça nous permettra, nous, services militaires français, d'aller travailler en Syrie et de détecter peut-être quelques terroristes avant même qu'ils partent, et que les politiques disent non, effectivement ça peut être lu comme une des conséquences la présence française militaire. Merci Sofiane, en tout cas à très vite, tu vas venir bientôt j'espère. À bientôt, Sofiane. À bientôt, merci. Allez, on continue notre zapping parce qu'on a du boulot quand même, les gars, à commenter tout cela. François Asselineau, j'en parlais tout à l'heure, invité de 7 mois, littéralement perdu ses nerfs, à propos d'un porte-avions et le prix d'un porte-avions. Écoutez comment ça s'est passé. Je crois que c'est Olivier Gazi, le journaliste. On écoute. Ça coûte combien? Non. Combien de porte-avions en plus vous voulez? Un porte-avions supplémentaire. Ça coûte combien ça? Un porte-avions supplémentaire. Ça coûte combien un porte-avions, monsieur Asselineau? Il est à côté et actuellement le porte-avions Charles de Gaulle n'est pas en état de marche. Vous savez pas combien coûte un porte-avions et vous voulez en faire construire un? Oui, Est-ce que vous avez demandé comment M. Macron, comment M. Fillon sont en train de préparer, eux, le programme des Français? Arrêtez de poser ce genre de questions pointues. On parle de plusieurs milliards, c'est pas pointu, c'est dans votre programme. Ça coûte 3 à 4 milliards, vous n'êtes pas capable de le dire. Non, c'est pas vrai, ça coûte pas 3 à 4 milliards. Vous voulez que je fasse du Macron? Pensez printemps, les amis. C'est ça que vous voulez? Ça, vous trouvez ça très bien? Voilà, il a perdu ses nerfs, pour le coup, hier, François Asselineau. C'est révélateur. Il a pas pu garder son sang. Voilà, Tarek. Ah ouais, c'est incroyable, hein? Nous sommes ce que nous sommes. Oui, voilà. Donc c'était assez hallucinant quand même ce type d'image. Je voudrais l'envoyer à quelqu'un qui les supportait très fort jusqu'à hier. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais une grande pensée comment à lui. Oui. Alors Benoît Hamon hier soir sur France 2 dans 15 minutes pour convaincre à la question est-ce que vous avez des regrets? Eh bien voici ses regrets à Benoît Hamon. Écoutez, c'était hier soir sur France 2. Que vous avez des regrets? Oui, un regret, c'est qu'aujourd'hui se succèdent des monologues. Et pas un débat démocratique. Nous aurions pu avoir un débat démocratique. Tellement pris le dessus sur la démocratie qu'on a des candidats qui veulent choisir leurs journalistes, choisir les questions que l'on pose, se soustraire au débat démocratique. Moi, je dis une chose très simple. Ça, c'est la Russie comme modèle. C'est pas mon modèle. C'est la démocratie, c'est qu'ils n'aiment pas assez la démocratie. Non, mais ce modèle-là qui choisit les journalistes et qui choisit les questions, c'est pas en tout cas inspiré de la tradition qui est la mienne, socialiste et démocrate, social-démocrate. Merci Benoît Hamon. Merci Benoît Hamon. En fait, en clair, il regrette le débat qui devait avoir lieu en premier temps sur France 2 et qui s'est transformé en des 15 minutes chacun individuellement, quoi. Non, mais le service public a fait une faute politique. On ne fait pas un débat à 10 ou à 3 ou à 5 la veille de la clôture parce que les adversaires éventuellement attaqués n'ont pas le temps de réagir. Et donc, vous avez posé la question, cher Christophe, sur les sondages tout à l'heure, est-ce qu'on ne devrait pas voir pendant la dernière semaine avant le vote, et la dernière semaine, chacun il va vendre sa sauce sur les marchés, sur le meeting, pour éviter... Donc il a tort, là, Benoît Hamon, de se plaindre. Non. Pour moi, c'est le service public qui a tort. C'est pas lui qui s'est... Bon. Sinon, pendant cette émission, vous avez peut-être entendu, je sais pas si vous l'avez regardé, à un moment, Nicolas Dupont-Aignan a profité, lui, de son temps d'antenne pour lire des SMS de pression
qu'il a reçu de la part d'un patron de presse fidèle à François Fillon. Bon, ce patron de presse, c'est Serge Dassault. Et pourquoi pas, comment il s'appelle l'autre, l'ancien directeur de Marianne, qui écrit lui carrément les différents. Bon, en l'occurrence là c'est Dassault. Non, mais ça veut dire qu'on est dans un pays où la règle déontologique n'existe plus. Alors on écoute quand même les SMS. Oui, bien sûr. De pressions insupportables qui m'ont été adressées pour m'inciter à renoncer à ma candidature parce que je devrais renoncer à mes convictions. Je les ai refusées. Et je l'ai dit cette semaine, et on a douté de ma parole. On a douté de ma parole. On a dit que je racontais ça pour faire un coup. Et ce que je peux vous lire, je le fais, ce que m'a envoyé un grand patron de presse français, industriel, au service d'un candidat. Je veux le lire pour que les Français sachent ce qu'il y a derrière les coulisses et pourquoi notre démocratie ne fonctionne plus. Et je veux avoir le courage de dire aux Français, il faut changer notre démocratie, il faut vous rendre le pouvoir, il faut renoncer à ces conflits d'intérêts permanents. Je cite, le boycott de mon journal n'est que la conséquence, parce que je me plaignais du boycott de son journal, de ton attitude contre Fillon. Et ce n'est pas en restant dans ton coin que tu y arriveras, mais en étant dans une équipe gouvernementale, la carotte. Il vaut mieux manger une soupe que du pain rassis. J'ai répondu à ce grand patron de presse. Je suis scandalisé que tu assumes ce boycott. Il a répondu, cela n'arrivera plus quand tu cesseras de combattre Fillon. J'ai répondu, c'est de la censure. Il a répondu, si tu changes d'avis, il n'y aura plus de censure, je te le promets. Quel intérêt de nous lire ça ce soir? C'est que j'en ai assez de cette démocratie d'opérette. C'est très clair, hein. C'est très clair. Christophe, c'est d'autant plus clair qu'on a toujours dit sur cette antenne, et c'est pas la première fois que je vais le dire, qu'il n'est pas normal qu'une démocratie comme la France se trouve sont tous des industriels et aucun n'est issu du milieu de la presse, et surtout des industriels qui font des affaires avec l'État. Celui-là, il est clair. Hein? Vendeur d'armes, là. Vous avez Bouygues, la construction des ponts. Vous avez Europe 1, pareil. Vous avez donc SFR qui gagne les chantiers avec l'État. Et donc, aux États-Unis, pays de la dictature de Trump, vous faites les médias ou vous faites l'industriel. Et tout industriel est interdit de faire les médias. Et dès qu'il s'approche d'un média, on lui fait le chantage juridique. Hein. Vous faites l'un ou l'autre. En France, aujourd'hui, l'oligarchie est en train de de se mettre en place, que demain vous aurez la même personne qui est patron du journal, qui est industriel, qui sera Premier ministre en même temps. Je veux dire, c'est un truc. Et que tout ça deviendrait tolérable pour ces gens. C'est pas normal. Alors, je sais pas si vous avez trouvé ça normal aussi. On l'a appris cette semaine, Emmanuel Macron, qui utilise donc visiblement ses relations, et le groupe SFR a tous les contacts SFR, je sais pas si autour de cette table vous en avez, et il a passé plus de 8000 coups de fil chez tous les abonnés SFR pour tenter les gens de voter pour lui. Bon, alors je peux répondre clairement. C'est qui a fait ça? Emmanuel Macron. Ah ouais. À travers SFR. Moi, je suis CSFR et j'ai pas reçu ce coup de téléphone. Bon, 8000. Il y en a peut-être un peu plus que 8000 abonnés chez SFR. Millions d'abonnés. Il y a 8000. Je sais pas. 8000 personnes qui ont été contactées, tous ces gens. Voilà. Par contre, j'ai des amis qui ont reçu un message de Macron. Oui, donc c'est de lui dont on parle, donc forcément c'est vrai. Dans un instant, les amis tranchés. En fait, ça c'est le système qui a été mis en place par Obama aux États-Unis, et aujourd'hui vous avez un copier-coller de la compagnie. Non mais pour aller dépasser, vous avez un copier-coller de la compagnie Obama première fois. Et pourquoi? Parce que sa porte-parole était le meilleur ami d'Obama, Laurent Saïm. Excuse-moi Christophe. Alors là, je mets les pieds sur trois plats. C'est une porte-parole qui fait la stratégie politique de communication d'un président de la République. Soyons sérieux. Oui. Elle a de l'influence, elle n'a pas de l'influence. Le système d'Obama a été mis, je vais faire une image, sur une clé USB, pour lui dire, voilà comment on a fait pour gagner, alors qu'on était minoritaire noir dans un pays comme l'Amérique. Et aujourd'hui, hier, Obama a appelé Macron, officiellement, pour lui dire, je te soutiens. D'ailleurs, lui est de Villepin. Et Macron, aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure sous forme d'interrogation, comment un type peut avoir le soutien de Védrine, de gauche, de Robert Hue. Non mais plus à gauche encore. Non mais je mets les deux qui sont dans le même poste, c'est-à-dire Védrine d'un côté, de Villepin et Obama. Bon, donc c'est la question aujourd'hui qui est posée pour tout le monde. Hein. Dans un instant, les amis tranchés, on va parler de différents sujets avec Bouchra, Youssef Brakni et Tarek Mami. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Le grand forum avec aujourd'hui la baronne Bouchra avec Youssef Brakni et Tarek Mami qui vont nous livrer dans un instant leurs avis tranchés dans quelques instants. À la question que l'on pose aujourd'hui, suite aux événements récents, votre vote est-il impacté directement ou indirectement par les discours sécuritaires des candidats à l'élection présidentielle? On a quelques commentaires sur la page Facebook, je vous invite d'ailleurs à y aller sur la page Facebook France Maghreb 2, vous n'hésitez pas à y aller. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire intéressant? Alors, moi oui, c'est Chala qui nous dit, moi ma décision était déjà prise depuis longtemps, je ne voterai pas cette année. Bon, voilà, il votera pas, donc une abstentionniste. Jean Moulou qui nous dit voter est contraire au dogme. Il y en a toujours un à chaque fois sur Radio France. Incroyable, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Yamina qui nous dit ça va pas changer. Je vais voter Mélenchon. Voilà, on vote par dépit. Nous dit Yamina, je vais voter Mélenchon mais par dépit. Voilà, Mélenchon est devenu le vote utile, c'est marrant. Hein. Oui. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru, je sais pas. En tout cas, voilà, il y a quelques commentaires, vous pouvez y aller, donc n'hésitez pas à aller répondre à cette question sur la page Facebook France Maghreb 2. On va passer donc avec un peu de retard, mais on y arrive quand même. Et à la question que vous pourrez, donc à laquelle on vous invite à répondre aujourd'hui, et pour nous dire aussi, tout à l'heure, vous pourrez nous dire si votre choix est fait. Votre choix est-il fait à 2 jours de cette élection présidentielle, ou alors est-ce que vous êtes encore dans l'incertitude? Moi, j'en connais pas qui sont encore dans l'incertitude encore aujourd'hui. Alors, on va passer à l'avis tranché. Manifestement, cher Christophe. Comment? Pas à vous, manifestement. Pas moi, non, mais moi, oui, mais après, peu importe. Mais moi, pas moi, oui, effectivement. Moi, je fais partie de ceux qui ont décidé depuis bien longtemps. Oui, qui font partie de ce qu'on appelle les votes sûrs. Voilà, c'est ça, le vote sûr. Bon, à moins d'une grosse, voilà, d'un gros changement, mais a priori, il y a pas de raison que ça change. Le PSG ne joue pas demain, il ne perdra pas 7-0. Il joue demain, PSG. S'il perd 0, peut-être que ça changera, alors. Je sais pas. Bon, on passe aux avis tranchés. C'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Ah oui, c'est bien, c'est vrai que Jean-Marc Zébellus devait bien nous dire qu'il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions pour ceux que ça intéresse. Monaco, Juventus, oui. Bon, oui, c'est cadeau, hein. Le premier match, oui. Cadeau pour qui? Bah, pour Monaco, attends. Ah, pour Monaco? Bah oui. Bah, ça dépend. Si le premier match est là-bas en Italie. T'as pas vu le match contre le Barça ou quoi? Si, on l'a vu. On l'a vu avec Tarek d'ailleurs. Ah, oui. Ouais. Non, et alors? Si c'est là-bas et que la Juve gagne 1-0, elle est irrattrapable. Ah, ça c'est clair. Non, voilà. Donc si elle joue à Monaco, le Monégasque il marque un point ou deux, là ils ont une chance. Et Lyon il tombe contre qui, Jean-Marc? En demi? Lyon, j'ai vu. J'ai vu. Comment? C'est pas fait, je crois. Bah si, il y a le tirage au sort. Jean-Marc, pour un chroniqueur. Ils sont qualifiés. T'es hors course, mon vieux. Mais j'ai pas le tirage au sort. Il y a le tirage au sort. Bon, les auditeurs nous diront, vous inquiétez pas. Allez, on passe aux avis tranchés. On va commencer par notre ami Bouchra, forcément. Hein. Alors, Bouchra, elle a remarqué qu'on parlait pas assez de féminisme dans la présidentielle. Enfin, les candidats qui se disent féministes, mais en fait, qui ne le sont pas vraiment. C'est une belle façade. On a quand même 2 femmes. Oui, bah justement, je vais vous en parler de ces 2 femmes. Alors, Bouchra, on t'écoute. Donc, sur les 2 seules femmes en lice dans la course à la magistrature suprême, Marine Le Pen et Nathalie Arthaud, les 2 leaders des extrêmes, justement. Donc, Nathalie Arthaud, qui est candidate de Lutte ouvrière, parti de l'extrême gauche, dénonce l'oppression des femmes et se dit fière d'appartenir à la première organisation politique qui est présentée par une femme à l'élection présidentielle de 1974, Arlette Laguillet. Pour Nathalie Arthaud, le patronat sous-paye les femmes car il s'appuie sur toutes les inégalités pour tirer les salaires vers le bas et diviser le monde du travail. Les travailleuses ont un rôle essentiel dans le combat de leur classe contre le capitalisme. La lutte ouvrière s'oppose à ceux qui remettent en cause l'interruption volontaire de grossesse et aussi une pression faite aux femmes pour le port du voile. Le combat des droits des femmes s'inscrit dans un projet plus global de lutte contre le libéralisme. Selon les sondages de la lutte ouvrière, peine à séduire les électeurs. Et on a Marine Le Pen avec ses 144 propositions et seulement 2 fois le mot femme. Donc Marine Le Pen, leader d'extrême droite, s'appuie sur un socle d'électeurs bien plus grand. La présidente du Front National est donnée en tête au premier tour des élections présidentielles françaises. Elle s'inscrit dans la lignée des femmes populistes élues dans plusieurs pays européens.
La fille de Jean-Marie Le Pen se présente comme une défenseuse des droits des femmes. Pour autant, son programme reste décrié par les associations féministes qui luttent sur le terrain. Les organisations non gouvernementales dénoncent également le féminisme de façade de Marine Le Pen. Le programme du Front National a beau s'étaler en 144 propositions sur 24 pages, le mot femme n'est cité que 2 fois. La candidate du FN se concentre sur 2 propositions en matière de droits des femmes. La première, l'oppression des femmes liée à l'islam. Pour Marine Le Pen, le principal problème des femmes en France serait l'islamisme. Souvenez-vous, à sa visite officielle au Liban le 21 février 2017, elle avait refusé de porter le voile pour rencontrer le grand Mufti. La candidate d'extrême droite entend lutter contre le recul des droits des femmes liés aux fondamentaux religieux. Marine Le Pen propose de ne pas augmenter le SMIC et de ne pas réduire le temps de travail, 2 conditions sine qua non de l'égalité entre hommes et femmes. La deuxième proposition formule à la mise en place d'un plan national pour l'égalité salariale femmes-hommes et la lutte contre la précarité professionnelle et sociale, sans toutefois détailler les mesures. Et en fait, ce que je voulais aussi, je pense que ça va être un petit peu long parce que je sais qu'on n'a que 2 minutes, mais quand on reprend en fait toutes les propositions des 9 candidats justement qui concernant justement qu'est-ce qu'ils mettaient en place pour faire avancer le droit des femmes, il n'y avait pas grand-chose en fait sur les 9 candidats. Masculin aussi moi je voudrais, parce que c'est ma cause, mon premier combat, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Je vais juste faire un petit point concernant à la droite justement François Fillon qui veut développer des hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences sans même chiffrer justement l'état des lieux sur la question et sur la photographie illustrant l'onglet du droit des femmes. François Fillon est entouré d'une dizaine de femmes. Je ne sais pas si vous avez vu une image à l'inverse de celle de sa première équipe. Une seule femme apparaissait sur la photo. Et Nicolas Dupont, Aignan, souhaite la mise en place de peines planchées d'une implacable sévérité pour les auteurs de violences conjugales faites aux femmes. Et au centre, on a, je ne sais pas si ça va être un petit peu long, mais je vais le dire quand même, Emmanuel Macron, le plus jeune des candidats, généralise, s'il est élu, le téléphone d'alerte pour secourir plus rapidement les victimes de violences qui existe déjà, c'est le TGD, le téléphone en grand danger. Et donc à gauche, on a Benoît Hamon qui propose d'augmenter la capacité des hébergements d'urgence de 4500 places. Il souhaite aussi réduire les délais de jugement dans les affaires de violence en France et faire passer de 10 à 20 ans le délai de prescription pour ces crimes. Une loi qui a déjà été votée en janvier 2017. Et Jean-Luc Mélenchon, s'il est élu à la magistrature suprême, il fera voter une loi cadre en lien avec les associations féministes, une mesure défendue justement par les féministes. Voilà. C'est normal, il y en a autour de lui, des féministes. Oui. Beaucoup. Après, concernant la précarité, pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tous les candidats à des niveaux différents ont pris conscience qu'il y avait un sujet. On retrouve beaucoup de constats dans les programmes des candidats. Couvert de vernis féministe, bien sûr. Malheureusement, peu de propositions concrètes, manque de propositions des candidats, l'absence de lien direct dans les programmes entre précarité et droits des femmes, par exemple. Les femmes représentent les premières victimes de la précarité. Et pour conclure, on n'apparaît pas vraiment dans cette, concernant les femmes, on n'apparaît pas vraiment dans cette campagne. Et quand j'entends des candidats se dire féministes, voilà. Oui, ça fait doucement rigoler. Et surtout qu'on n'a que 2 femmes justement qui sont candidates, et puis sur ces 2 femmes là justement on n'a pas on n'a pas le best. Que quelqu'un souhaiterait agir par rapport à ça? Oui, quand on est dans une élection présidentielle, on a pris l'habitude en France que chacun aille chercher le petit saucisson qui le concerne, et ça rend pas service à la politique. En clair, il faut que les choses sur lesquelles tout le monde est d'accord ne soient pas des promesses mais des actes. Il suffit que tous disent nous sommes aujourd'hui pour une égalité de salaire, et à horizon de 2 ans, de 10 ans, de 50 ans, et se donner des objectifs, parce que ça veut rien dire une loi cadre en relation avec le truc. Moi, je vous fais 5 lois cadres en 10 minutes, en relation avec les associations, et dans chacune, je mets un truc et de la poussière qui ne donne rien. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, et d'ailleurs, la France, aujourd'hui, a ce problème, parce que chacun, les agriculteurs, le truc, Chirac disait qu'avant, c'était bien. En tout cas, il dit c'est bien parce que là où tu vas, la salle est fermée,
tu promets ce que tu as à promettre, tu sors et tu vas dire le contraire ailleurs. En fait, voilà, aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. C'est ça, attirer l'électorat féminin, tout simplement. Enfin, non, moi, mais pour l'électorat moi, féminin, il vote qu'il y ait cet article ou pas. Alors, d'ailleurs, Madame Artaud a dit une phrase dans un des nombreux débats qui était très bien. Comme elle n'est pas spécialiste de l'économie, de l'URSSAF, des taxes, comment tu fais pour rééquilibrer cette sécurité sociale et tout ça. Elle a dit, il suffit de payer les femmes au même niveau que les hommes, les cotisations rentrent. Non, ça c'est Mélenchon qui l'a dit. Non, c'est elle la première. Oui, mais c'est Mélenchon. Hein. Je suis désolé, ça fait partie du programme. Je l'ai lu. Hein. Ah bon, alors Mélenchon, pour payer la retraite à 60 ans, il propose de rééquilibrer le salaire des femmes. Elle l'a dit dans un des premiers débats et après moi. Ouais. Alors, Tarek, pourquoi il est important d'aller voter? C'est un peu ça le principe. Youssef peut-être, parce que moi ça va être très court. D'accord. Bah alors Youssef, on va parler d'autre chose. Justement, Youssef, on quitte un peu l'élection là pour le coup. Un avis sur mon avis tranché. Ah, c'est lié. D'accord. Si, j'allais dire un avis sur l'avis tranché, c'est que Nathalie Arthaud, quand même, moi je tiens à le dire, ils ont quand même sorti un texte islamophobe qui m'a choqué. Qui s'en est pris violemment aux femmes voilées et surtout sur la question du mot islamophobie, en disant que c'était une arnaque, que c'était servir être l'idiot utile. C'était les idiots utiles. Ceux qui prennent ce mot, c'est les idiots utiles du patronat, etc. Quoi. Voilà, exactement. Ça c'était quand même, c'est un gros problème. Hein, et la question d'islamophobie, ils sont bloqués là-dessus. Alors, mon cher ami Youssef, on t'écoute. Alors, je voudrais revenir sur l'histoire mouvementée entre les organisations de l'immigration et la gauche française. Donc c'est en lien avec les élections. Pour ce faire, je vais remonter aux années 20. La France comptait déjà une immigration nord-africaine importante, surtout algérienne. En mars 1926, va se créer la première organisation anticoloniale pour l'indépendance des 3 pays de l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Il s'agit de l'Étoile nord-africaine, organisation fondée par des immigrés algériens, tous des ouvriers en France et membres du Parti communiste français. Au départ, c'est une section du Parti communiste français qui va traiter de la spécificité de la question coloniale auprès des ouvriers algériens de plus en plus nombreux à Paris. C'est son secrétaire général, le célèbre Messali Hadj, qui va ouvertement réclamer l'indépendance de l'Afrique du Nord. Il va dénoncer le colonialisme français avec les mots les plus durs. Messali Hadj réclame entre autres l'abolition du code de l'indigénat, la fin de la présence des troupes coloniales, un suffrage universel, la langue arabe comme langue officielle de l'Algérie. Il désigne la France comme une puissance d'occupation. Les cadres de l'Étoile nord-africaine sont issus du Parti communiste français. Ils vont participer aux grandes grèves ouvrières de 1936 pour la lutte des revendications de tous les ouvriers sans distinction. L'Étoile nord-africaine va soutenir le Front populaire, allant jusqu'à manifester à ses côtés. Et pourtant, face aux revendications de l'Étoile nord-africaine, pour l'indépendance et l'égalité des droits, le Front populaire va dissoudre l'Étoile nord-africaine le 26 janvier 1937. Ce n'est pas un mouvement fasciste qui va dissoudre l'Étoile nord-africaine, mais un des mouvements de gauche le plus progressiste de l'histoire de France pour la classe ouvrière. Les premiers congés payés ou encore la réduction du temps de travail sont autant de mesures du Front populaire, suite aux grandes grèves ouvrières auxquelles ont participé les ouvriers indigènes privés de leur droit à l'autodétermination. Quelles leçons tirer de cette expérience de l'Étoile nord-africaine avec la gauche ? Je citerai Amari Mache, membre de l'Étoile nord-africaine. Il écrivait qu'en matière coloniale, le Front populaire, je cite, n'est qu'un mot comme les autres. Il a refusé d'accorder les libertés aux Rifains et il a toléré la conquête de l'Éthiopie. C'est le Front populaire français qui a dissous notre organisation et applique le bâillon. C'est dans l'ordre et la logique, car c'est toujours la bourgeoisie impérialiste qui gouverne. Elle s'appelle la gauche ou la droite. L'histoire de nos luttes doit comme toujours servir pour nous aujourd'hui. Se méfier des faux alliés et se dire qu'il ne faut compter que sur nos propres forces, notre auto-organisation et ne rien attendre de ceux qui nous paraissent les plus séduisants. Tout au long de l'histoire de l'immigration, nous avons eu de cesse de porter des candidats qui nous séduisent pendant les élections et nous attaquent le plus durement durant leur mandat. Comme toujours, nous avons une histoire faite de luttes, y compris dans l'immigration en France, et nos ancêtres ont été acteurs de leur libération. Qu'ils soient une ressource à la veille d'un scrutin qui s'annonce plus chaotique que jamais. Merci Youssef. Petite réaction, Bouchra Tarek, concernant ce petit retour historique. Oui, alors sur l'histoire de l'Étoile africaine, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de travaux. Il n'y a pas beaucoup de livres, il y a un petit peu, alors que c'est la mémoire collective de la communauté qu'aujourd'hui est citoyenne de la France. C'est-à-dire que quand on voit les revendications de M. El Hadj tout à fait au départ, c'est-à-dire reconnaître la langue française, la langue arabe comme langue officielle en Algérie,
c'est la revendication des Corses aujourd'hui, qui est promise par Macron d'ailleurs, non pas en tant que langue officielle de l'État, mais langue d'enseignement et langue d'identité. Et donc, quand on connaît pas son passé, comme on dit très souvent, on connaît ni son présent ni son avenir. Et effectivement, aujourd'hui, tous les mouvements qui ont été créés depuis 1981 et la liberté d'association font un travail formidable. Je pense au MIB, je pense à tous les trucs. Et quand ils disparaissent, il n'y a plus rien derrière. Et nous avons dans notre communauté franco-maghrébine, je n'aime pas franco-musulmane, parce que je préfère le géographique au religieux qui est intime, nous avons des belles séquences entrecoupées sur lesquelles nous ne travaillons pas, et nous avons un problème de mémoire. Les peuples qui réussissent, ce sont les peuples qui construisent leur mémoire les unes dans les autres, qui imbriquent et qui tirent les leçons. Nous, aujourd'hui, je vois encore plein de jeunes qui arrivent et ils viennent m'expliquer à moi, qui a une petite expérience dans eux, comment on fait une association et pourquoi il faut association et qu'est-ce qu'il faut revendiquer. Et dès que je tire un petit peu la ficelle sur l'émission Mosaïque, sur le MIB, sur Messali El-Hajj, il n'y a rien derrière. Et donc, on a un problème de transmission, cher Christophe. Et donc, je remercie Youssef parce que la mémoire d'hier est l'avenir de demain. Tout à fait. Exactement. Mon cher Tarek, à vous de jouer maintenant. Vous m'avez dit que ça allait être court. Attends, Bouchra, vous voulez réagir? Ouais, excusez-moi. Allez-y, Bouchra. Attends, Christophe. Non, moi, tu sais pourquoi vous voulez réagir? Parce que j'ai dit non, mais c'est pareil. Je rejoins en fait ce que Tarek a dit. C'est important justement pour nos mémoires et justement pour la nouvelle génération, la génération aussi à venir. C'est important parce que c'est comme ça qu'on construit justement à venir. Et j'étais touchée parce que c'est vrai que, enfin, on n'en parle pas souvent, mais par rapport au peuple rifin, parce que je suis rifaine aussi. Donc du coup, pour moi, enfin voilà, c'est important. Et justement, moi, je viens d'une génération où justement, je connais l'histoire de. Parce que vous l'avez par transmission familiale et pas par transmission collective. Voilà, c'est important aussi. C'est important aussi de. Et pour le RIF, donc un petit mot sur ça. Le RIF aurait pu amener le Maroc à une république avec tous les défauts de la république, la tunisienne, l'algérienne, les autres. Il a proclamé la république du RIF. Non, mais il a proclamé. Mais elle aurait pu ramener le Maroc à l'État, sauf que le colon français avait tout intérêt à ce que ça passe pas. Et c'est l'aviation française qui bombardait en avion. Pétain et Franco. Oui, et après un petit peu, je dirais pas. Non, mais et après, y compris dans les dernières années de l'indépendance des Maroc, donc c'est pas la peine de réveiller les cadavres puisque machin, mais bon. On les laisse tranquilles. Bah voilà, mais même sur les 2 dernières années, il y a eu quand même des mouvements avec la France. Je ferai une chronique sur le RIF. Voilà. Oui, oui, avec plaisir, j'aimerais bien. Lundi par exemple. Je serai à l'écoute. Lundi par exemple. Voilà, c'est parti. Allez, sur Abdelkrim Ratabi. Soyez là, rendez-vous. Ratabi justement. Tarek Mami. Alors moi, ça va être court. Avec 2 sous-titres. Est-ce qu'on peut demander à Medjed de parler moins fort? Medjed, arrêtez de sourire et de rigoler. Vous n'êtes pas encore à l'antenne. Il vous reste quelques minutes. Allez-y, Tarek. Alors, 2 titres. 1, c'est pourquoi voter. Et 2, comment voter. Le plus important, c'est le comment voter, mais on va commencer pourquoi voter. Voter, aujourd'hui, est un droit. Beaucoup n'osent pas rappeler que c'est aussi un devoir. Un devoir, si vous voulez vous faire respecter, vous, vos enfants, votre culture, votre identité et votre citoyenneté française, il faut voter. Les hommes politiques ont pour habitude, surtout pour les élections locales, régionales, municipales, un peu moins pour les présidentielles, de passer le lundi matin dans les bureaux de vote pour cocher ce qu'on appelle aujourd'hui manifestement le vote communautaire et pour savoir qui a participé. Ils ne peuvent pas savoir qui a voté, mais ils peuvent savoir qui a participé. Et il est arrivé dans certaines villes de France, et je vous le parle, et je vous le dis, d'expérience, que des candidats ont changé leur discours entre les 2 tours, quand ils ont senti que le nombre de Mohamed, pour faire simple, coché, était un peu plus nombreux que la dernière fois ou que dans la ville voisine avec laquelle il est en contact. Et donc, les hommes politiques sont des vendeurs de sable, mais j'allais dire dans le sens positif et noble du mot, et le vendeur de sable a besoin d'entretenir sa clientèle. Et quand sa clientèle vient le dimanche voter, il est obligé de lui donner quelque chose pour qu'elle revienne le dimanche suivant, pour que lui-même il puisse se perpétuer et s'épanouir. Et ceux qui appellent au non-vote, que ce soit pour des raisons religieuses, ils ont tout faux. La participation à la vie citoyenne est dans les textes coraniques et dans le texte religieux pour ceux qui veulent s'accrocher à cette branche. Donc on vous ment quand on vous dit qu'aller voter, c'est pas halal. Donc oubliez les religieux, revenons à la sphère citoyenne. Ceux qui, derrière les frontières
et à l'intérieur des frontières nous recommandent depuis quelques mois une abstention active, positive, vous leur dites merci, vous prenez le TGV, vous allez à Marseille dans le 14e arrondissement et vous verrez comment la ville, cette partie de la ville dans laquelle il y a le plus de Maghrébins, de Comoriens, est aujourd'hui dirigée par un maire Front National parce que ces gens-là n'ont pas été votés au jour. Donc si vous voulez avoir un président de la République pour qui vous n'existez pas, puisque vous votez pas, et que les premières décisions peuvent être interdire, je vais dire quelque chose que j'ai préparé dans ma tête de grandiose, mais je vais quand même le dire, c'est-à-dire même si elle n'a aucune chance d'être, s'il décide qu'aucun envoi au pays des Maghreb par la poste ou par la banque ne soit supérieur à 200 €, ben vous pouvez rien, parce que ce monsieur ou cette dame peut considérer que vous êtes en train d'appauvrir la France, le discours existe. Voilà. Mesdames, messieurs, chères auditrices, chers auditeurs, il faut se lever pour aller voter. Et je précise qu'aller voter, ça ne signifie pas choisir un des candidats si vous n'êtes d'accord avec aucun. Voter, c'est cocher le registre pour que votre nom apparaît comme électeur. Derrière, vous mettez ce que vous voulez comme papier ou vous déchirez. L'essentiel, c'est qu'au comptage le soir, votre nom apparaisse. Maintenant, comment voter? On vote de plusieurs manières. Il y a quelque temps, on votait par conviction parce qu'on appartenait à un parti politique. Depuis 2002 en France, ça s'est déglingué et le mode et le choix des votes a changé. Et il vous reste donc 2 ou 3 choix que je vais vous donner et chacun de vous choisira. Vous avez tout d'abord le choix de conviction qui existe toujours. Vous êtes proche d'un parti, vous êtes proche d'un homme, d'une femme que vous avez vu et qui vous plaît. C'est votre droit de voter pour cette personne. Vous avez le vote de classe sociale. Vous êtes dans la haute fonction, privée, publique, vous gagnez très bien votre vie et vous voulez pas que quelqu'un vous dise vous payerez à partir de 30 000 €, je prends tout. C'est votre droit de choisir. C'est lui qui vous dit plus de 30 000, je vous en rajoute et je vous enlève la TVA et je vous enlève et je vous enlève. Et vous avez le troisième, qui moi m'intéresse aujourd'hui, c'est que vous dites, nous avons tous reçu depuis hier toutes les professions de foi, demain c'est samedi, tout seul ou en famille, on lit ces professions de foi et on regarde à travers ces professions de foi quel est le texte qui paraît garantir le plus l'avenir de nos enfants dans ce pays, c'est-à-dire leur place, leur respect. Et moi, je ne parle jamais de religion, mais je parle de culture musulmane. Et parce que vous pouvez être pratiquant, comme vous pouvez ne pas être pratiquant, et c'est à la lecture de ce document que vous allez dire, celui-là, manifestement, il sera, j'ai oublié le mot, mais ça va me revenir, donc moins méchant ou moins tyran avec cette communauté. Et pire. Plus proche, en tout cas moins pire. Et en définitive, en regardant tout ça, je dis je ne veux pas voter par conviction, alors que je suis proche d'un parti ou d'un homme. Je ne veux pas voter pour ma classe sociale, alors que je gagne bien ma vie, et donc je devrais voter pour monsieur Untel ou madame Untel. Et je vais voter dans l'intérêt de ce que je considère comme l'intérêt le plus large de cette communauté franco-maghrébine, franco-musulmane, qui aujourd'hui est fragile et qui a besoin encore de ces 5 années pour vivre une période apaisée et peut-être espérer que nos enfants commencent à rentrer dans le champ politique pour que nous soyons non pas des électeurs en 2022, mais plutôt des acteurs. Merci. Merci Tarek, et justement, puisque vous parlez de ça, vous me rappelez que j'ai pas reçu moi les professions de foi. Je vous donne les miennes. C'est absolument incroyable. C'est un scandale. T'es boycotté. On m'a boycotté. Je les scanne et je vous les envoie ce soir, cher. Non, moi non plus, je les ai pas reçus. Ah, toi non plus? Non. Moi, je les ai reçus hier. Moi, hier, je les ai reçus. Ça boycotte, là. Youssef et Christophe, on est boycottés. Bon, très bien. Dans un instant, les coups de cœur et nos auditeurs. On va voir ce qu'ils ont justement, eux, choisi. Est-ce qu'ils ont fait leur choix? Est-ce que ce qui s'est passé hier soir va impacter le vote? Vous allez pouvoir répondre à toutes ces questions. Pour nous dire un petit peu votre pronostic aussi, tiens. Pronostic pour dimanche, Tarek? Non, j'en fais pas. Pourquoi? Vous voulez pas vous mouiller? Non, c'est pas ça, parce que j'ai des souhaits personnels. Ouais. Non, le pronostic, non, on oublie l'aspect personnel. Non, mais je peux pas. La lecture objective. Il n'y a pas de lecture objective. Nous avons 4 candidats à 3 points.
La marge d'erreur des sondages, c'est 3 points. Donc, je vais vous donner dans l'ordre. Premier, je vais vous énerver tous. Le premier, Macron. Deuxième, Le Pen. Troisième, Fillon. Quatrième, Mélenchon. Mais aussi, premier, Mélenchon. Deuxième, Fillon. Troisième, Macron. Oui, d'accord, vous avez tous su les faire, d'accord. Oui, vous savez, il y a 6 probabilités, je peux vous les faire. Et donc, moi, la règle... Je peux vous poser la question autrement? Vous pouvez, mais quel est le deuxième tour que vous ne souhaitez pas? Je ne souhaite pas l'extrême droite et la droite extrême. D'accord. Ça, c'est la position de la radio éclair. Et je souhaite, d'ailleurs, je l'ai dit à toute l'équipe, et je le rappellerai la semaine prochaine, quelques règles. Quand nous analysons, quand nous parlons entre nous, à aucun moment, nous essayons de le faire de manière à influencer un auditeur ou à lui faire comprendre que le directeur de la radio souhaite tel candidat ou que tel chroniqueur souhaite tel candidat. C'est aussi une manière de donner, j'allais dire, les différents fruits entre les mains des auditeurs et que chacun choisisse. Et les directeurs de grosses radios qui votent pour Macron, ça vous dérange pas? C'est leur problème. C'est pas le mien. Chacun a son éthique et chacun a son objectif. Mais du coup, là, l'influence, là, il y a une influence sur Le Pen et Fillon, du coup. Non, mais ça, j'assume. Ça c'est bon. Non, okay. ça on a le droit. Non, mais c'est pas qu'on a le droit. Ça veut dire que clairement, quand quelqu'un écrit un livre dont le titre est terrorisme islamique et pas islamiste, quand vous prenez la première page qui dit le problème de l'islam, c'est ses prières, vous prenez le 3e chapitre, le titre du chapitre, le serpent. Et que dire alors du PS qui nous interdit de manifester pour la Palestine? Non mais pareil, si vous voulez. Ah ouais, non, c'est pareil. Pour moi, Fillon PS, c'est pareil. Non mais Fillon PS, c'est pareil. Oui, sauf que la différence, c'est qu'il y en a un qui dit pas, et l'autre qui dit. C'est votre droit, mais si vous voulez, nous, en tant que directeur de la radio, en tant que... Non, bien sûr, vous, en tant que directeur, mais moi, en tant que militant... Non, oui, bon, voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est le deuxième point. Non, mais ça, c'est le deuxième point. C'est que ceux qui sont militants, ceux qui se présentent aux différentes élections, ils prendront quelques jours de vacances pendant toute la campagne électorale, à partir du moment de l'annonce de leur candidature, quelle que soit l'élection. Parce qu'ils se mettent en retrait. Mais par contre, nous les inviterons en tant que candidats, dans l'équité avec les autres candidats pour venir intervenir. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Bouchra, la baronne Bouchra, dans le bon sens, avec Youssef Brakni et Tarek Mami. On va passer, avant d'accueillir nos auditeurs, au coup de cœur de nos chroniqueurs. C'est parti, jingle, on y va. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors on va donner la parole à Bouchra puisque certains se plaignent qu'elle l'a pas. Voilà, je suis là. Alors mon coup de cœur, moi, je voulais ramener un petit peu d'humour avec avec tout ce qui se passe en ce moment et puis surtout avec les élections. Et je sais pas si vous avez vu un petit peu la nouvelle émission avec Mélissa Torio sur C8 au tableau avec les enfants qui reçoivent justement les personnalités politiques. Et il y a eu une parodie faite par justement duo d'humoristes, Younes et Bambi, et plein d'autres humoristes aussi qui sont dedans que je connais très bien. Et en fait, je suis tombée dessus et la parodie a été très bien faite, le montage est très très bien fait et voilà, ça m'a fait rire. Alors je précise que je passe pas l'intégralité parce qu'il y a quand même pas mal de vulgarité et que je me refuse à passer de la vulgarité à l'antenne. En l'occurrence, non, c'est pas une vulgarité. Après bon, on va éviter quand même. Donc là en l'occurrence, c'est la parodie pour Mélenchon et pour Fillon. Voilà. Écoutez, c'est drôle. Bonjour mesdemoiselles et messieurs. Bonjour monsieur Mélenchon. Alors voilà, le problème c'est quoi? C'est que nous on a une petite plantation de cannabis, mais la récolte elle prend toujours pas. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oh, c'est compliqué. On ne prend plus à la terre davantage que ce qu'elle peut reconstituer. Tu vois, je t'avais dit, putain. Faut réfléchir avant d'agir, non? Ah ouais, mais voilà, c'est ce que je lui ai dit. Mais vous y connaissez bien en Bicrave? Évidemment, ça rappelle toujours plein de choses, hein. Aïe, on en était sûr. Et pour vous, elle vient d'où la meilleure coke? Souvent, on me pose la question comme ça, comme s'il y avait une chose plus importante que toutes les autres, mais néanmoins, je vais quand même répondre, parce que sinon, après, on va dire, ah, il sait pas. Si, il sait. Ouais, vas-y, elle vient d'où? D'Amérique latine. Ah, donc vous avez connu Pablo Escobar? Non, je ne l'ai pas connu. Mais vous êtes défoncé, là. Pourquoi tu me demandes ça? Oui ou non? Vous êtes défoncé? Ah non, ça se dit pas, ça. Allez. Je peux pas le dire. Viens voir comme il est défoncé. Et tu vas où après? Eh ben, j'irai direct voir des planètes. Vous allez me persécuter comme ça, comme c'est bon, vas-y, ça va. Juste si je vous dis 7-5 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League.
s'est trouvé un jour par hasard qu'on m'a fait écouter un de ses disques et j'ai aimé, quoi. Ah non, voilà, t'es un beau. Eh, merci, monsieur Mélenchon, d'être passé. Une petite photo de classe? Ouais. Madame, c'est la Champions League. Faut que si t'es pas de ma team. Bonjour, monsieur Fillon. Bonjour. Asseyez-vous. Bon, voilà, monsieur Fillon. Bien évidemment, on est obligé de parler de la petite Pénélope. D'ailleurs, vous allez faire comment pour rembourser? C'est pas moi qui vais la payer. C'est vous qui allez la payer. Genre, ça peut t'arriver, ça peut t'arriver sur nous, pelle. Je ne marche pas rien. Ouais, c'est comment? Voilà, donc en fait, voilà, il se prend plein de trucs dans la tronche pour la suite. Donc pour François Fillon, en tout cas, une petite parodie signée Younes et Bambi, qu'il faut aller voir d'ailleurs. Écoutez celle-là, moi, elle avait l'air plus rigolote. Elle vous a pas plu la Mélenchon? Oh, non. Non. Ouais. Parce qu'il y a eu des blagues sur la drogue. Il repose pas, oui. Ouais. Non, c'est marrant. Non, ça change un peu, quoi. Ça change un petit peu, puis c'est vrai que la parodie, elle est bien faite. Enfin, surtout la vidéo, quand on voit le montage en images et tout ça. Parce qu'il y a le montage, en fait, tu vois. Oui, c'est ça, il y a l'image. Et à la radio, c'est difficile d'avoir l'image. Mais ça a cartonné, la vidéo. Ouais. Ça a fait un buzz de fou. Alors, mon cher ami Youssef, t'as un coup de cœur? Oui, bah, ça sera beaucoup moins drôle. Ouais. Ouais. Donc, du coup, comme je l'avais dit au début d'émission, c'est sur les 10 ans de Lamine Dieng. Donc c'est le nom d'un jeune homme noir qui a été tué dans un fourgon de police dans le 20e arrondissement de Paris, le quartier de la Banane, donc à Père-Lachaise, pas loin de Père-Lachaise. Et du coup, le 17 juin, ça fera 10 ans que Ramata Dieng, sa sœur et sa famille se battent pour la vérité et la justice pour Lamine Dieng. À chaque fois, il y a des non-lieux. Il y a des preuves qui ont disparu. Enfin bref, c'est classique dans les violences policières. C'est très 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 difficile d'arriver à mettre en examen des gendarmes ou des policiers qui sont mis en cause. Et donc là, pour le coup, elle est en train de se battre. Et donc là, elle est en train d'essayer. Elle va le faire. Elle va aller à la Cour de cassation. Avant-dernière tentative, avant d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc le 17 juin, il y a un grand événement qui va se dérouler sur toute la journée. Donc on commence dès maintenant la communication pour qu'il y ait un maximum de monde pour marquer le coup. Ça sera du matin jusqu'au soir. Donc intervention de militants, de sociologues, etc. Quelque chose d'assez classique. Et donc du coup voilà, il faut vraiment être très nombreux, être présent comme à chaque fois, comme chaque affaire. Et j'en profite aussi pour dire que demain il y a aussi pareil un très grand meeting. Je la veille du premier tour pour du comité Adama pour Bagui Traoré, qui est le frère de Adama Traoré qui a été tué par les gendarmes, lui, et qui donc du coup demain ça sera un meeting de solidarité avec lui. Pour nous, on considère que Bagui Traoré est un prisonnier politique, qu'il est en prison parce que c'est le témoin clé de la mort de son frère, et qu'il va passer en appel là. Il va passer en appel le 25 avril à la cour d'appel de Versailles. Et donc c'est très important d'être demain à la Bourse du Travail de République aussi, pareil. Très très présent. Il y aura une dizaine d'intervenants, des philosophes, pareil, des militants. Tarek Kautari du MIB qui va revenir, qui va faire une super intervention, je pense, qui va revenir un peu sur l'historique et qui va montrer qu'en fait, en France, il y a un gros problème avec les violences policières dans ce pays depuis 30 ans en fait, oui, et que c'est pas nouveau, et que voilà, la mémoire c'est important. J'ai fait un papier il y a 3 mois sur ça, et effectivement quand on commence à faire les listes, ça fait beaucoup, ouais. Et surtout quand on voit les dates, c'est pas aussi éloigné les unes des autres en fait. Il y a une espèce de rotativité. Et donc voilà, donc il y a ces deux événements là, et donc par contre j'interviens demain. Donc voilà, je m'autopromotion. Donc vous nous donnez l'adresse et l'heure. L'adresse c'est donc du coup la Bourse du Travail de République, et je vais vous donner l'adresse exacte que j'ai là. C'est 85 rue Charlot. Ah oui, d'accord, sur le côté donc l'entrée. Oui, c'est sur le côté, c'est celle qui est le plus près de la place. Ouais. Le dernier mot pour Tarek Mami. Alors moi, je vais me faire le porte-parole de plusieurs auditeurs, mais au moins une. Mais c'est moi qui vais faire de la provocation avant de terminer cette émission. Ça me ressemble bien, ça. De la provocation contre Bouchra, d'une manière particulière. Bouchra, pourquoi vous nous avez parlé aujourd'hui de cette question de femmes qui vous tient à cœur, alors que personne n'a fait d'avis ou de coup de cœur ou de questionnement sur la place de l'handicapé en France pendant cette campagne? On aurait pu bifurquer et ne pas considérer que les femmes sont handicapées pour qu'il n'y ait pas de réponse préalable. Alors, j'aurais pu faire même les deux,
parce que avant tout je me dis humaniste, mais c'est que j'ai eu quand même 2 mois d'absence à la radio et c'est pour ça j'étais mitigée, mais là il fallait que je mette un point parce que d'un côté on sait que je suis quand même militante féministe. Pour moi c'était important de le dire parce que de toute façon c'est mon avis tranché, c'est-à-dire que c'est ce que je ressens. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis. Et donc moi en fait je rebondis sur une demande d'un auditeur, c'est pas la mienne, et je trouve qu'il a raison, parce qu'on part dans la sécurité, dans l'économie, et quand on n'aime pas tel ou tel candidat sur la politique étrangère, il aime les Palestiniens, il aime pas les Palestiniens, et côté Bachar, Poutine, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vraies questions de vie quotidienne qui ne sont pas évoquées. Oui. Les handicapés sont absents. C'est ce que je viens de dire, cher Christophe. Non, mais vous avez raison. Et je voudrais terminer par ce que je vais appeler en 5 secondes un appel au vote. C'est-à-dire que chacun de nous, celui surtout donc qui est citoyen français et qui est inscrit sur les listes électorales, il n'y a pas besoin de préavis, il peut changer d'avis entre aujourd'hui et lundi et dimanche, excusez-moi. Lundi, ça sera trop tard. Alors ça, il y a une blague qui tourne. KO lundi. Non mais il y a une blague qui tourne. Il y a une blague qui tourne sur ça pour dire on informe tous les électeurs du Front National qu'ils peuvent qu'ils peuvent se présenter au bureau de vote lundi matin à partir de 9h et on leur laissera le bureau à eux tout seuls, comme ça ils pourront emporter 100%. Voilà, donc je reprends ma phrase, cher Christophe, et donc de passer de la case d'inintéressé à la case hésitant, et de la case hésitant à la case électeur. Il faut que chacun de vous, chacun de nous aille mettre ce bulletin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la couleur, il faut qu'on batte le record de 2012. En 2012, nous étions à 72% de participants. Là, ce matin, les derniers sondages, on n'y croit pas, mais dans le chiffre, nous sommes à 71%. Il serait excellent qu'on passe à 73% et plus, de manière à ce que la nouvelle présidente ou le nouveau président soit vraiment sorti des urnes et pas des manipulations sondagières et médiatiques. Et merci. Merci Tarek Mami. À très bientôt, Youssef, à lundi. Oui, à lundi, ouais. Merci la baronne Bouchra. À très vite. Et tout de suite, le flash de Marine Garel avant de retrouver l'ami Amar pour l'éphéméride et le sport et la télé. L'émission Parle Islam dans une demi-heure. Bonsoir Marine. Bonjour à tous. L'enquête se poursuit après l'attentat d'hier soir sur les Champs-Élysées. L'attaquant est un homme de 39 ans, radicalisé. Il était surveillé. Il était visé par une enquête antiterroriste. Son attaque a fait 1 mort et 2 blessés dans les rangs de la police. Attentat revendiqué rapidement par Daesh. Le policier qui avait été grièvement blessé hier sur les Champs-Élysées est hors de danger, c'est ce qu'a confirmé le ministère de l'Intérieur. Un autre policier et une touriste avaient été légèrement blessés. Sur les Champs-Élysées ce midi, les passants ont applaudi les policiers en leur laissant des marques de soutien. Un hommage national sera rendu aux policiers tués et ce soir, ses collègues se rassembleront place du Trocadéro à Paris. Et en guise de solidarité avec les policiers, Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen ont annulé leurs déplacements et leurs meetings en ce dernier jour de campagne. Face au terrorisme, la candidate du Front National propose de fermer les frontières et d'expulser les étrangers qui font l'objet d'une surveillance. François Fillon, lui, veut mettre en prison certains fichiers S et maintenir l'état d'urgence sur le long terme. De son côté, Emmanuel Macron appelle à ne pas céder à la peur. Jean-Luc Mélenchon s'est lui exprimé tout à l'heure. Côté sondage, Emmanuel Macron, 24% et Marine Le Pen, 22%, sont en tête des intentions de vote, selon l'ultime sondage avant le premier tour. Jean-Luc Mélenchon et François Fillon sont à égalité à 19%. En Guyane, les barrages commencent à être levés. La fin du mouvement social semble imminente. L'accord entre les grévistes et le gouvernement est quasiment finalisé. Le texte pourrait être signé dès ce soir. Sport, football, on connaît les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions. Monaco contre les Italiens de la Juventus de Turin. Et puis un derby 100% espagnol, 100% madrilène entre le Real et l'Atlético. Ces demi-finales de la Ligue des Champions auront lieu les 2 et 3 mai pour les matchs allés et les 9 et 10 mai pour les matchs retour. Et puis dans la petite Coupe d'Europe, la Ligue Europa, Lyon sera opposé à l'Ajax Amsterdam, là aussi en demi-finale. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.